composé de 13 appartements. Alors, le projet prévoit également un aménagement, et c'est un des enjeux évidemment très importants, la question de la mobilité, un aménagement d'un parking souterrain de 84 places et d'une totalité complète de 149 places. Alors, les gabarits, là aussi évidemment un autre enjeu important, on parle de gabarits qui iraient de Ré+1 à Ré+3. Les maisons unifamiliales présentent quant à elles un gabarit de Ré+1 plus toiture. Il s'agit évidemment d'une jonction qui serait faite du coup avec le projet qui est juste à côté, puisque là on a actuellement sur le site des anciens établissements sculiers pour l'instant une végétation qui a repris ses droits derrière le mur qui cache le bâtiment inoccupé. Alors sur le fond du dossier maintenant, quelques éléments, vous l'évoquez effectivement, il y a un projet qui vient d'être déposé. À ce stade, le collège n'a pas pris de position sur ce dossier puisque l'enquête publique vient de commencer, elle dure d'ailleurs jusqu'au 1er juin. Et donc, évidemment, outre l'aspect qui est lié à la complétude administrative du dossier, il n'y a pas encore d'analyse détaillée des différents éléments. Cela me permet de rappeler à tous ceux qui nous écoutent également que s'ils souhaitent introduire une réclamation dans le cadre de l'enquête publique, il faut évidemment qu'ils puissent le faire et que cette réclamation sera étudiée, au même titre d'ailleurs que les documents du permis, par le collège qui remettra un avis détaillé et motivé. Alors il y a quelques enjeux importants évidemment qui attirent notre attention en particulier, à savoir notamment la mobilité d'un axe important d'entrée de ville, mais aussi la préservation de l'environnement et de manière générale tout l'aménagement du site. Vous le savez également parce qu'on en a débattu ici, le collège régulièrement écoute évidemment les réclamations et si je ne prends qu'un seul exemple qui concerne Saint-Symphorien puisque votre question concerne entre autres ces communes, il y a par exemple eu un projet de pylône de télécommunication pour lequel le collège a pris ses responsabilités et a estimé évidemment que l'aménagement qui était proposé ne permettait pas de s'y installer et donc vous le voyez, on analyse de manière très détaillée. Alors à ce stade, évidemment, je ne peux pas vous en dire plus, puisqu'on est vraiment dans le cadre de l'enquête publique. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'il n'y a pas d'autres dossiers comparables sur les communes que vous avez citées pour l'instant qui sont déposés. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Leschevin, pour cette réponse complète. Monsieur le conseiller, pour la réplique. Oui, donc en fait, ma question va aller un peu plus loin dans le sens que on est en train de voir une urbanisation galopante un petit peu partout sur l'entité montoise pour atteindre un objectif qui a été fixé d'atteindre 100 000 habitants, objectif qui n'est peut-être pas partagé nécessairement par tout le monde, mais bon, soit. Ce qui serait quand même judicieux, c'est aussi de pouvoir envisager les aménagements qui y vont avec. Je vous prends un exemple très simple sur le village de Saint-Symphorien. Il y a quelques années, on a construit un lotissement à côté de Christina Lodge, d'une centaine, je pense, de logements également, ou 120 logements, quelque chose par ça. On y a fait un aménagement très intéressant. On a fait une petite plaine de jeux pour les enfants, mais on n'a rien prévu pour les adolescents. Et donc, concrètement, on se retrouve avec un village où on est en croissance permanente au niveau de la population. Je pense qu'à l'heure actuelle, il doit avoir certainement 3500, 3600 habitants, alors qu'il y a quelques années, on était à moins de 3000 habitants. Et tous ces jeunes n'ont aucune possibilité pour avoir un terrain quelconque pour faire, ici il y en a qui revendiquent un terrain pour faire du vélo de cross, quelque chose dans ce goût-là. Ils sont sur un terrain privé qu'ils occupent actuellement, le propriétaire ne dit trop rien. Bon, je serais quand même curieux de savoir ce qui se passera le jour où il y aura un accident sur ce terrain privé. Et donc, cette logique de pousser à de l'urbanisation, ok, mais alors que la ville aménage en même temps toute une série d'infrastructures. Dire on construit, on donne des permis, on accepte les permis, et puis après il n'y a rien qui s'y passe derrière, ben, ça sera problématique. Moi j'entends également que pour le dossier qui nous concerne, il y a une route qui sera privée, et que voilà, il va falloir se connecter à une autre route privée que l'on a mis dans un lotissement, qu'on a accepté avec un lotissement. À côté de ça, il y a 2 ou 3 ans, au moment du doudou, et Madame Oudard s'en souvient très bien également, il y a eu de très gros orages à ce moment-là, et le village a été sous eau. Et donc, si on ne tient pas compte de ce genre d'impact, quand on décide sur un projet de manière individuelle, et c'est pour ça que je vous demandais s'il y avait d'autres projets, parce que j'entends également un autre projet qui pourrait se faire jour du côté de la pompe à essence en remontant vers la FUCAM, là, d'un autre lotissement qu'on pourrait envisager, eh bien, on se retrouve alors à ce moment-là, à un moment donné, dans des situations catastrophiques où on a tout conduit à l'urbanisation. Et donc, vous le savez certainement, puisqu'il y a eu plusieurs manifestations, il y a une très grande levée de boucliers sur l'urbanisation galopante comme celle-là. Alors, je ne vous parle même pas des petits buildings qu'on a prévus. Ici, j'entends qu'il y a 4 petits buildings avec 17 appartements. Vous allez vous retrouver avec un flux de circulation pour lequel il va falloir assumer, si ça se fait, si le projet se fait, il va falloir assumer les problèmes de mobilité sur l'entrée du côté de l'avenue Reina Street.
en partant déjà de Saint-Symphorien. À l'heure actuelle, la route est déjà congestionnée. Donc je pense qu'il faudrait prendre le problème dans un autre sens, de se dire on fait des infrastructures, on fait des aménagements, et puis après on envisage de pouvoir donner des permis et de pouvoir avoir une communication claire et précise par rapport à des promoteurs. Ici, on est sur un projet quand même relativement d'ampleur. La bande, elle n'est pas énorme, hein. Moi, j'ai vu les plans, j'ai vu le dossier qui a été déposé par le promoteur chez toute une série de riverains où il fait du porte-à-porte. Concrètement, on met 96 logements sur une superficie relativement réduite, hein. Donc voilà, je pense que la réflexion, elle mérite d'être portée ici au conseil communal. J'ai étendu ça aux autres villages, parce que les autres villages pourraient se trouver confrontés. Spienne peut-être un petit peu moins, parce que je pense qu'il y a un classement qui fait qu'on ne peut plus faire n'importe quoi. Là, on a 4-5 buildings qui vont arriver, qui n'ont rien du tout dans le style urbanistique du village. Alors, j'entends moi tous les personnes qui rouspètent en disant quand on demande quelque chose à l'urbanisme, on nous impose toute une série de choses, et là on nous fait surgir des petits buildings blancs là, un peu dans le genre de ceux qu'on a fait au Grand Pré. Mais au Grand Pré, on était sur une nouvelle urbanisation. Ici, on se retrouve avec quelque chose qui va dénaturer complètement. Le pylône concernant à l'entrée Saint-Symphorien de l'autre côté, je me souviens qu'à l'époque, le collège avait répondu qu'il fallait quand même bien pouvoir couvrir en infrastructure pour pouvoir avoir une couverture GSM correcte. Et donc, on est dans le même genre de problème. Parce qu'après, il va falloir ramener un pylône, certainement, à un moment donné, de l'autre côté du village, et ainsi de suite. Donc, il serait intéressant d'avoir quand même un choix sur où on implante. Bon, je pourrais vous faire le tour d'autres projets, puisque j'ai été contacté par toute une série de riverains à différents endroits qui voient surgir des projets comme ça, où, oui, on construit, et puis après, on ne se soucie pas tellement de ce qu'il y aura autour à ce niveau-là. Voilà, merci de m'avoir répondu. Merci à vous. Monsieur Léchant, vous voulez rajouter quelques éléments? Oui, merci beaucoup. Monsieur le conseiller, vous mettez un peu la charrue avant les bœufs. Vous dites qu'on va voir surgir des petits buildings blancs. Pour l'instant, la seule chose qu'on voit surgir, c'est des grandes affiches jaunes, qui sont des affiches de l'enquête publique. Moi, j'en suis pour l'instant à ce stade. C'est-à-dire que pour l'instant, comme n'importe quelle personne qui le souhaite et qui est propriétaire d'un espace, elle peut déposer un permis, c'est le code été qui le précise, vous le savez. Et donc, on est à ce stade. Alors, vous évoquez des éléments. Vous dites, oui, on va vers une urbanisation à tout va, galopante. Si on replonge un petit peu dans les détails des différents accords, notamment du gouvernement wallon, vous avez un ministre de votre formation politique dont c'était justement le leitmotiv, l'urbanisation. Le ministre Di Antonio était justement l'un des fervents défenseurs de cette urbanisation massive. Et donc, moi, je voulais simplement vous dire ceci, c'est que à ce stade, il n'est pas du tout question d'avoir un projet qui serait déjà tranché, puisqu'il n'a même pas encore été étudié. Il le sera au même stade, évidemment, que les différentes réclamations dans le cadre de l'enquête publique. Et vous avez vous-même soulevé les enjeux qui feront l'objet d'une analyse détaillée des services. Vous avez parlé du village sous eau. Malheureusement, évidemment, on s'en rappelle. Ça sera bien entendu étudié dans le cadre du permis. Vous avez évoqué les flux de circulation, les questions de voirie. Ce sont des enjeux qui seront étudiés et qui seront détaillés et motivés. Donc voilà ce que je voulais vous dire. À ce stade, il n'est absolument pas question de définir un projet qui soit déjà arrêté, au contraire. Et là où je ne peux pas partager votre avis, c'est que si l'on reprend le code été, on ne peut pas du tout envisager de dire telle personne va faire tel projet, telle autre va faire tel autre projet. C'est la liberté individuelle. Chaque personne qui a envie de monter un projet est libre de le faire. Par contre, l'autorité communale, le collège en l'occurrence, est tout à fait libre aussi de l'accepter ou de le refuser, et c'est ce que nous entendons faire ici. Merci beaucoup. Monsieur André. Simplement un petit peu. Donc je suis heureux d'entendre que vous êtes libre de le refuser et que donc concrètement on ne verra peut-être pas nécessairement apparaître ce genre de projet qui est tout à fait contre nature par rapport à l'endroit où on le propose. Et ce n'est pas une obligation d'accepter 96 logements sur un terrain, parce qu'on pourrait très bien imaginer sur le même terrain de ne faire que 12 maisons ou 15 maisons. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Donc c'est un choix, évidemment, qui sera un choix politique de la majorité actuelle, de dire on accepte ce genre de projet, voilà, ou on ne l'accepte pas. Alors maintenant, quant au ministre Di Antonio, c'est très gentil de me le dire et de me dire qu'il était pour l'urbanisation, mais l'urbanisation, elle a quand même une certaine limite, parce qu'à un moment donné, on ne va pas urbaniser tout le pays, parce qu'on n'arrivera de toute façon pas à vendre les logements. Donc l'urbanisation, elle doit être réfléchie, et elle doit être au profit des gens et des habitants, et pas, entre guillemets, au profit d'autres choses qu'on ne peut pas nécessairement percevoir. Merci, monsieur le conseiller. Je confirme néanmoins les propos de Léchevin. Le ministre Di Antonio était l'un des adeptes de la densification des noyaux urbains, et on a reçu des instructions en la matière de sa part lorsqu'il était aux affaires. Donc voilà. Donc on parle bien de noyaux urbains.
Oui, Et donc, ça fait partie aussi, les villages font partie aussi des noyaux urbains, en l'occurrence. Et donc alors ça fait partie des demandes puisqu'il y a qu'on des a noyaux urbains reçues partout. du ministre CDH en charge. Alors, l'interpellation suivante est celle de Madame Colligna, relative aux animaux dans les maisons de retraite. Madame la conseillère, je vous en prie. Merci, Monsieur le bourgmestre. Voilà, peut-être avez-vous eu l'occasion de visionner le film de Julien Duvivier, La fin du jour, quoique on n'a pas le même âge. Œuvre mélancolique dans laquelle le réalisateur met en scène une maison de retraite. Et ce qui peuple alors le quotidien, ce sont les souvenirs. Un article de presse attira récemment mon attention. À Frameries, il y a une ASBL qui s'appelle Mediadog, qui amènerait 5 fois par mois un chien dans les homes pour personnes âgées, afin de briser la monotonie du quotidien et apporter une certaine fraîcheur aux pensionnaires. Lors de la session 2011-2012 du Sénat en Belgique, Madame Christine de Freigne déposait une proposition de loi en vue de reconnaître à l'animal le caractère d'être vivant et sensible dans le Code civil. Il est certain que l'animal occupe de plus en plus une place prépondérante dans notre société. L'apport bénéfique qu'il procure est multiple. Outre son impact affectif incontestable, l'animal de compagnie joue un rôle éducatif et d'épanouissement auprès des enfants, un rôle de soutien moral et social pour les personnes isolées ou malades, ainsi qu'une et utilitaire indispensable pour certaines personnes handicapées. Quelques chiffres également. La place accordée aux animaux au sein de nos foyers ne cesse de s'accroître. Les données en 2004 du service public fédéral économie PME, classe moyenne et énergie en Belgique comptabilisent 836 000 ménages possédant au moins un chien. 1 067 000 ménages possèdent au moins un chat. Un ménage sur 5 est propriétaire d'au moins un chien et 1 sur 4 d'au moins un chat. La même année, les Belges ont dépensé pas moins de 757 millions d'euros pour leurs animaux de compagnie. Dans ce contexte, je vous soumets les 2 questions suivantes. 1. Y a-t-il à Mons une ASBL dont les activités seraient ouvertes à ce type d'accompagnement ? L'impact d'une telle initiative serait très positif pour les personnes désorientées. Les chiens, notamment, en plus de se faire cajoler, caresser, brosser, travaillent sur le relationnel et au maintien dans la réalité. Un autre exemple, pour les cochons d'Inde, il a été constaté une motivation particulière des résidents à éplucher des légumes pour les nourrir. Deuxième question, dans les maisons de retraite, autres que celles du Pont-Canal, les résidents peuvent-ils s'installer avec leur animal familier, chien, chat et oiseau ? Évidemment, cela nécessite un encadrement spécial afin de garantir l'hygiène, mais des mesures d'accompagnement pour les promenades, excellent pour la santé, et aussi en cas de nécessité d'hospitalisation, voire de décès, avec une possibilité de garde et de prise en charge pour les animaux. Enfin, nombre de personnes âgées possèdent un compagnon pour ne pas pouvoir le garder auprès de soi à l'occasion de ce premier éloignement que constitue l'entrée en maison de retraite, accentue le trouble et contribue à la perte des repères. En outre, sont médicalement établis les effets très positifs de nos petits compagnons sur la qualité de la vie et la santé. Si une telle initiative n'est pas organisée sur le territoire de la ville, est-il possible que les services compétents en matière de la qualité de vie examinent les possibilités en la matière ? Je vous remercie parce que votre réponse sera, je le suppose, un rayon de lumière à tous ceux et toutes celles qui se négligent pour ne pas être séparés de leurs compagnons. Merci beaucoup, Madame la conseillère. C'est la présidente du CPS, Madame Meunier, qui va vous répondre. Merci, Monsieur le bourgmestre. Alors, Madame la conseillère, afin d'être le plus précise possible, je vais me référer en fait aux maisons de repos qui sont gérées par le CPS, donc celles que je connais. Alors, concernant les maisons de repos privées, là, je me permettrai de vous recommander de vous adresser au directeur de celle-ci directement. Alors, pour des raisons évidentes d'hygiène, les animaux des résidents ne sont pas admis au sein de nos structures. Ceci étant, nous sommes conscients de l'impact positif qu'ont les animaux, notamment sur les personnes désorientées, comme vous venez de le dire. C'est pourquoi, depuis plusieurs années, un projet thérapeutique a été mis en place au sein de nos 2 structures. Et ce projet thérapeutique, il est encadré par notre ergothérapeute. Alors celle-ci, elle y amène son chien environ 1 fois par semaine et elle y programme toute une série d'activités autour de celui-ci avec les résidents. Alors de plus, la bonne maison de repos du Bois d'Avray accueille également des hamsters et des perruches en salle d'ergothérapie. Ces animaux-là, ils sont entretenus et nourris dans le cadre d'activités structurées qui sont également établies par nos ergothérapeutes. Du côté de la bonne maison de Bousanton, les animaux de compagnie des résidents peuvent accompagner les familles en visite, hors période de Covid évidemment. Et vous n'êtes pas sans savoir également qu'au niveau de la bonne maison de Bousanton,
on est actuellement en phase de rénovation et que nous réfléchissons activement à la possibilité d'y accueillir des animaux de compagnie au sein de celle-ci. Voilà, je vous remercie. Merci Madame la Présidente. Madame la conseillère pour la réplique. Je suis contente d'entendre votre réponse. Et donc, quand vous dites que vous réfléchissez pour la maison de Bousanton sur la possibilité d'accepter des animaux de compagnie, vous êtes déjà loin dans votre réflexion ou Pas encore. L'idée étant qu'on doit calculer, c'est une question d'hygiène évidemment, et on doit calculer en fait l'espace nécessaire pour l'animal de compagnie dans les chambres avec les résidents. Donc, on réfléchit activement à la question, mais on n'a pas encore trouvé de solution actuellement. Parce que si je peux me permettre, mais la volonté est là. Pardon ? Mais la volonté est là. Oui, c'est bien. Mais c'est parce qu'à Frameries, je sais que certaines résidentes, puisque j'ai vu des résidentes, pouvaient prendre leurs chiens. Et il y avait des réflexions qui avaient déjà été menées assez poussées, avec tout évidemment l'hygiène, bien sûr, mais aussi le fait quand la personne est hospitalisée ou qu'elle décède, ou aussi des ASBL qui pouvaient garder des chiens temporairement. Donc, est-ce que c'est possible d'être associé à cette réflexion ou c'est pas possible que moi je sois associée à cette... Que vous soyez associé à cette réflexion, pourquoi pas, mais en tout cas les conseillers de l'action sociale y seront associés, donc peut-être passer par vos représentants au sein du conseil de l'action sociale. J'imagine qu'ils se feront le relais sans problème. Ça va, je vous remercie. Merci à vous, Madame la conseillère, pour ce sujet effectivement important. Alors, l'interpellation suivante émane toujours de vous, Madame Colligna. Elle porte sur la généralisation de la pose de cendriers et de l'enlèvement des mégots dans les lieux occupés par des fumeurs aux abords des bâtiments publics. Je vous en prie. Oh oui, là. L'interdiction de fumer dans les lieux publics ou autres amène les fumeurs à quitter les lieux de travail qu'ils occupent et à se rendre à l'extérieur des locaux tout en restant aux abords afin de fumer une ou plusieurs cigarettes. Ils occupent habituellement les mêmes lieux et la convivialité les amène à s'y regrouper. C'est un phénomène aujourd'hui assez bien connu et cela se passe également auprès des restaurants, des cafés et des magasins. Cela produit dans des lieux divers où du personnel est occupé et où il y a présence du public. Malheureusement, cela débouche sur une nuisance autre que celle d'être importuné par la fumée. L'on retrouve à ces lieux, rejoints par les fumeurs, des mégots avec ou sans filtre et cela crée des espaces sales. Il serait souhaitable, lorsque l'on connaît les méfaits des déchets des cigarettes sur l'environnement, que soient placés à des lieux stratégiques des cendriers permettant d'éviter cet inconvénient. Jeter un mégot n'est pas un geste malheureusement fréquent, banal et lourd de conséquences. Est un geste malheureusement fréquent, banal et lourd de conséquences. Sur un site internet consommant sainement, comment partager au quotidien l'environnement et notre santé sont énumérées 14 choses que l'on doit savoir sur les effets néfastes des mégots de cigarettes jetés sur la voie publique. Je vous épargnerai cette énumération, mais il me paraît utile d'en citer au moins 3. Des études scientifiques ont mis en exergue qu'un seul mégot de cigarette pollue jusqu'à 500 litres d'eau dans les océans et les rivières. Et les mégots jetés à terre dans la rue sont pour la plupart emportés par le vent ou par la pluie jusqu'à nos cours d'eau. 80% des déchets trouvés en mer ont une origine continentale. Les oiseaux, les poissons prennent les mégots pour de la nourriture en raison de leur aspect, avec les conséquences tragiques que l'on soupçonne. Les filtres des cigarettes sont faits de plastique, cellulose, acétate. Ils contiennent une grande quantité de composants toxiques à la fois pour le consommateur et pour l'environnement. Évidemment, ces 3 aspects ne sont malheureusement pas limitatifs des conséquences néfastes de la pollution des mégots. Une solution citoyenne existe, mettre son mégot dans un cendrier. Évidemment, l'absence d'équipement peut actuellement expliquer sans le justifier certains comportements. Il existe dans l'espace territorial de la ville de Mons, sans que je puisse les identifier, mais finalement c'est mieux, puisqu'il ne m'appartient pas d'en recommander l'une ou l'autre, des ASBL qui se chargent de l'enlèvement des mégots et les transmettent à des centres de recyclage. Ces mégots sont intégrés à d'autres matières organiques et ils entrent ainsi dans la fabrication de divers objets qui peuvent remplacer le plastique. J'ignore quelle est la proportion de travailleurs communaux qui fument et qui ainsi régulièrement se retrouvent aux abords de nos bâtiments. De même, j'ignore également le taux de fréquentation par la population des services de la ville de Mons, mais certes les usagers qui fument et également jettent leurs mégots par terre.
Tous les fumeurs ne sont pas équipés de cendriers de poche et parfois la poubelle à disposition est pleine. À ce propos, je félicite l'initiative de Madame de Jarre puisque, alors qu'on avait appelé tous les conseillers communaux à une opération propreté contre les mégots, nous étions malheureusement que 3, mais nous avons distribué quelques cendriers de poche à la ville de Mons. Un équipement permettrait de rencontrer la bonne volonté de tout phénomène. Souvent, et je l'ai remarqué, il y a des cendriers, mais les cendriers font partie d'une poubelle, c'est une petite partie, et ils sont souvent très remplis. Donc voici mes questions précises. Au niveau de la ville, serait-il possible de généraliser aux points extérieurs où se regroupent les fumeurs la pose de pareils cendriers et d'organiser l'enlèvement utile des mégots pour un recyclage de qualité? Donc entendez-moi bien, pas uniquement un cendrier, mais ces cendriers spéciaux qui permettent le recyclage des mégots. Le coût financier n'est pas insurmontable, je le fais à l'Athénée, donc je peux vous le dire. Une étude de marché, cependant, pourrait être réalisée avec un appel d'offres à des associations spécialisées. Un aspect de la vie citoyenne serait ainsi rencontré avec élégance, la participation active de la population et en collaboration avec des organismes spécialisés qui se chargeraient de l'élimination de ces toxiques. J'ai également évoqué dans mon interpellation d'autres lieux de la ville de Mons, des lieux fréquentés par le public, comme les restaurants, les cafés, les banques, les magasins, mais également les musées. Certes, des législations spécifiques doivent rencontrer certaines préoccupations, mais une campagne de sensibilisation à la pratique de pose systématique dans des lieux extérieurs occupés par les fumeurs, de cendriers et de récupération, surtout de récupération des mégots en vue de leur recyclage, pourrait intervenir en collaboration avec les commerçants, les citoyens, les services de la ville qui sont chargés de la qualité de la ville. Monsieur le bourgmestre, mesdames et messieurs les échevins, je vous remercie de l'attention que vous avez portée à mon interpellation. Merci à vous, Madame la conseillère. Madame de Jarre, pour la réponse du collège. Oui, je vous remercie pour votre interpellation par rapport aux mégots. C'est vrai que c'est un sujet qui me préoccupe, qui préoccupe le collège. C'est pour ça que nous avions à l'automne dernier consacré la semaine de la réduction des déchets à cette problématique, un ramassage de mégots en rue. En effet, vous étiez présents, je vous en remercie. Des distributions de cendriers de poche dans les espaces publics, notamment avec la cellule incivilité pour expliquer aussi la hauteur des amendes quand on jette son mégot par terre, et le placement de 2 cendriers de sondage, l'un au skatepark et l'autre devant l'église Sainte-Élisabeth. Nous continuons les actions parce que nous avons fait l'acquisition de petits macarons à placer sur nos avaloirs avec le petit logo ici commence la mer. On devait les placer mais on a pris un peu de retard pour des raisons évidentes. Et donc vraiment on continue à travailler et le service est en train de travailler sur un nouveau marché public pour acquérir de nouveaux cendriers de poche notamment et des cendriers de sondage qu'on imagine pouvoir alors traiter lors d'événements, quand les événements reprendront, dirons-nous. À côté de ça, on est très attentif à tout ce qui est le recyclage des mégots. Nos collègues Vincent Crépin avait déjà fait une interpellation il y a plusieurs mois. Et donc, voilà, c'est vraiment, on en est au balbutiement du recyclage. Il y a encore pas une seule entreprise qui est parfaite à 100%. On a des entreprises qui ont les lieux de recyclage qui se trouvent très loin. Et donc, évidemment, l'empreinte écologique est important. D'autres qui se trouvent plus près, d'autres qui font des tests, notamment avec les matières organiques. Et donc, nous, on souhaite contribuer à la recherche à ce niveau-là. Et donc, le service environnement a été chargé d'étudier les différentes pistes qui s'offrent à nous, et avec la volonté, évidemment, de privilégier, si c'est possible, des ASBL ou des entreprises qui se trouveraient dans la région de Mons-Borinage. Et l'idée serait de partir sur une année de test. Le service juridique doit encore se pencher sur la question et le collège doit encore trancher. Mais c'est en tout cas vers ça qu'on avance et j'imagine que le collège devrait pouvoir trancher d'ici à un mois maximum. Le dossier était prêt et puis avec les 2 mois ici de confinement, le service a moins avancé sur ce dossier-là qui est apparu comme moins prioritaire puisqu'en plus le ramassage des mégots n'était plus occasionné. Mais l'idée c'est vraiment de faire ça. Et donc c'est vraiment l'idée de faire un test. On ne va pas en placer sur chacune de nos poubelles, mais de le faire un test à des lieux où justement les fumeurs s'arrêtent et fument. Donc vous évoquiez l'administration communale, enfin voilà, c'est des lieux qu'on étudiera. Donc on avance sur la question, mais vraiment dans une volonté de permettre à la recherche d'avancer, parce que malheureusement, le recyclage des mégots, même s'il y a des belles initiatives, n'est pas encore parfait. Et à côté de ça ne nous empêche pas évidemment de travailler à ce que chaque fumeur prenne ses responsabilités par rapport à son mégot, mais c'est en effet, je le vois à vos yeux, et on partage un long chemin qui nous attend. Merci beaucoup, Madame la conseillère.
Oui, j'ai pas bien compris. Pourquoi avez-vous demandé au service juridique d'examiner la question? Pour voir si on va passer, quelle est la formule pour pouvoir faire, est-ce qu'on va faire une convention, un marché public, comment est-ce qu'on va arriver à faire ça, sachant qu'il y a plusieurs opérateurs sur le marché, mais qu'il y en a aussi certains qui territorialement sont plus proches de nous, donc vraiment c'est à voir, je pense que c'est important pour nous et je pense que c'est important pour votre groupe aussi. Hein. Oui, et à l'école, à l'Athénée, j'ai mis en place, donc j'ai pris une convention avec une ASBL de la région. Et je suis vraiment contente de l'avoir fait parce que non seulement il y a un geste citoyen qui se pose, hein, il y a un récepteur. Donc avant je mettais un peu mon mégot n'importe où, maintenant je l'écrase dans le cendrier, je le mets dans le récepteur. Le récepteur est collecté, mais alors quelque chose auquel je n'avais pas pensé et qui m'a permis de poser la question, c'est que la personne qui gère la SBL me donne mensuellement un relevé du nombre de mégots et un relevé de toutes sortes de matières polluantes et ça je trouve que c'est une prise de conscience au niveau en tout cas de mon corps professoral qui est quand même assez importante. Mais je voudrais revenir bien sur deux choses parce que vous avez à gérer deux choses. Un, le personnel communal qui fume et deux, la population qui est dans la rue. Et là c'est dramatique. Mais je vous remercie. Merci beaucoup. Alors l'interpellation suivante émane de plusieurs conseillers. Madame Coligna, Monsieur Colette qui est absent ce soir, Monsieur Soupard, je ne sais pas lequel de vous deux souhaite défendre le texte, et en tout cas interpeller le collège. Madame Coligna, je pense. Voilà, merci. Alors elle tombe un petit peu à pic ou en porte-à-faux, je ne sais pas ce que je dois dire, parce que c'était une interpellation à propos de la mobilité douce. Cette interpellation, nous l'avons déposée, Monsieur Soupard, Monsieur Colette et moi, le 14 mai, et j'ai eu la chance de voir dans la presse, tant dans la province que dans l'ADH, des pistes de réflexion et des mesures que la ville de Mons avait prises. Alors, je vais quand même, si vous le permettez, lire mon interpellation, qui est peut-être un peu longue, mais je voudrais qu'on comprenne bien les choses, parce que, sans humour noir, je me disais que d'habitude, c'est l'opposition qui se félicite de ce que la majorité propose. Ici, j'espère que la majorité se félicitera de ce que l'opposition a proposé. Je vous parle uniquement chronologiquement, puisque en ayant déposé cette interpellation le 14 mai, et quand j'ai vu, et je suis très contente de la lire, votre réponse était le 15 mai. Écoutez, si ça vous fait plaisir, je veux bien, mais étant donné que les premiers échanges avec le ministre ont eu lieu courant du mois d'avril, puisqu'il a écrit à toutes les communes, que les échanges avec le GRAC ont eu lieu le 27 avril, ce serait mentir. Bon, d'accord. Merci pour la précision. Mais donc, à cause de la crise sanitaire que nous avons vécue, des circonstances exceptionnelles et des changements sont intervenus dans bon nombre de nos comportements habituels. Est né au sein de la population l'espoir d'une modification de notre style de vie, même si tous ne s'accordent pas sur ce qui doit ou peut être changé. Un des domaines où le changement est souhaité par de nombreux citoyens, c'est celui de la mobilité. Une association de défense des cyclistes, le CRAC, pour ne pas la citer, a fait parvenir au collège le 27 avril, vous avez raison, un mémorandum visant à proposer aux piétons d'une part, aux cyclistes d'autre part, une partie de l'espace public délaissé par les voitures. La presse en a d'ailleurs fait état. Les pouvoirs publics vont créer 40 km de pistes cyclables nouvelles et temporaires à Bruxelles, à Liège. C'est 35 km de pistes cyclables qui vont être mises en place. À ce jour, la ville de Mons n'a pris, à mon avis, aucune initiative précise en la matière et cela suscite chez nous un peu d'étonnement autant que de la déception. Quelques constats d'abord. Le trafic routier a chuté dans les proportions considérables en raison du confinement et de l'arrêt de la plupart des activités économiques. Si notre pays a pris le chemin du retour au travail, il subsiste des risques sanitaires. Un accord équilibré est intervenu dans le secteur des transports en commun. Il en résultera donc une diminution de l'offre de transport, puisque le nombre de places est limité.
Partant, un risque de ne pouvoir satisfaire toutes les demandes, spécialement lorsque les portes des écoles vont réouvrir. C'est fait depuis hier. Nos concitoyens ont pris conscience des bénéfices secondaires de la diminution du trafic routier pour la qualité de l'air. Signe du destin peut-être, le confinement a coïncidé avec d'importantes périodes d'ensoleillement et le réveil de la nature après l'hiver. Le printemps et l'été bientôt sont des périodes propices à la pratique du vélo. Il est donc possible et souhaitable de rendre l'espace public aux piétons, d'élargir les trottoirs. J'ai bien entendu votre réponse à la question de Monsieur Dufrane, pour permettre de respecter les distances requises et par ailleurs de proposer, quand c'est possible, un nouvel espace pour ceux qui ne disposent pas de jardin. Il s'agit d'autre part d'aménager des pistes cyclables temporaires en confisquant une partie de l'espace libéré par la voiture. C'est assez simple à réaliser sur les axes qui donnent accès au centre-ville et lorsqu'il y a dans chaque sens 2 bandes de circulation. Une de celles-ci peut être dédicacée aux cyclistes. La collaboration avec le SPOI compétent ne devrait pas poser trop de problèmes à en juger par les déclarations du gouvernement wallon. La solution pour temporaire qu'elle aurait été marquer les esprits et on aurait pu espérer un changement de mentalité au sein de la population, peut-être aussi chez les décideurs politiques. Donc, ma question, évidemment, n'a plus vraiment de raison d'être, mais pourquoi n'avez-vous pris aucune initiative? J'ai vu que vous en aviez pris. Je voudrais quand même vous poser une question par rapport à ce que vous avez décidé, qui me semble un peu trop théorique, notamment pour la limitation de 20 km à l'heure dans le centre-ville. Est-ce que vous allez mettre cette 20 km à l'heure dans tout le centre-ville ou uniquement dans certaines rues? Parce que ça me semble un petit peu difficile. J'ai vu que vous l'aviez fait dans la rue des Marcottes, mais vous parlez aussi de 20 km/h dans tout le centre-ville. Alors je voulais aussi vous demander, donc depuis sa création, Mont-Sans-Mieux s'interroge sur les limites de notre modèle de mobilité. La voiture a certainement apporté des progrès considérables. Chacun est libre de se déplacer où et quand il veut, mais le modèle qui privilégie la voiture en toutes circonstances, au point de lui dédicacer l'essentiel des budgets publics, doit aussi faire l'objet d'une évaluation réaliste. On n'est plus vraiment libre quand on est immobilisé dans un embouteillage, on n'est pas vraiment en sécurité quand on est coincé sur l'autoroute entre 2 camions. Je voudrais donc qu'on adopte notre modèle de mobilité. Si la pratique du vélo comme moyen de transport vers le lieu de travail ou vers les écoles est chez nous purement anecdotique, alors que dans d'autres régions d'Europe, le vélo représente une part considérable des déplacements, cela est vraisemblablement dû à 2 facteurs. Nous avons omis 1 de rassurer, 2 vraisemblablement de communiquer. Rassurer, ça signifie en tout premier lieu prendre conscience qu'une piste cyclable implique un site propre. Utiliser un marquage au sol pour délimiter la piste sur la voie publique n'est pas de nature à rassurer les cyclistes qui risquent leur vie si voitures et camions font un écart vers eux. C'est même un procédé coupable car les cyclistes qui n'ont pas conscience non plus du danger ne sont pas moins exposés que les autres. Rassurer, cela signifie aussi réduire la vitesse des voitures, j'ai vu que vous l'aviez fait, dans tel ou tel lieu, tel que le centre-ville. Là, je voudrais des précisions un petit peu au niveau de la zone. Ce qui importe tout autant, c'est de communiquer. Il faut mettre en place une communication adéquate à la mesure des enjeux. Faciliter l'achat de vélos, installer des parkings pour vélos. J'ai vu que vous l'aviez fait au conseil communal. Proposer des solutions contre le vol, je l'ai entendu aujourd'hui aussi. Éditer des brochures d'information et 1000 autres choses. Peut-être que 1000, c'est beaucoup trop. Mais les circonstances actuelles nous fournissent une occasion exceptionnelle d'initier des changements nécessaires et de communiquer sur l'intérêt d'un changement de comportement en matière de mobilité. Voilà, nous souhaitons donc savoir ce que la majorité fait ou continue à faire, plus exactement. Merci. Merci beaucoup, Madame Léchune de la Mobilité, Charlotte Dejart. Madame Coligna, je vous remercie pour votre interpellation. J'attends qu'elle ait fini de discuter. Non, pas de souci, mais... C'est juste une précision qu'on voulait apporter par rapport à ce qu'on avait lu dans la presse, pour le 20 km à l'heure. Je voudrais savoir où vous allez dans le centre-ville et comment vous allez le mettre en place. Donc je vous remercie. En effet, on l'a vu dans de nombreuses villes, même à Paris, à Bogota, ce qu'on appelle l'urbanisme tactique, donc des aménagements temporaires
sont apparus fréquemment avec le Covid, et la volonté du collège, ça a été de prendre le temps d'analyser ce qui relevait finalement de mesures temporaires liées à ce qu'impactait le Covid, et puis des mesures à long terme, puisqu'évidemment la crise sanitaire qu'on connaît aujourd'hui ne va pas nous empêcher de continuer le travail de fond. La piste cyclable avenue du Tir est en train d'être construite, celle du chemin des Moutons a été finie aujourd'hui, la Sapinette devrait être finie dans la prochaine semaine. Pardon ? L'avenue de la Sapinette pour relier la piscine, et des dossiers vont être déposés sur la table du collège pour mettre en place les travaux par rapport au budget 2020. Donc il ne s'agit pas évidemment de tout faire sur base des mesures temporaires, parce que c'est vraiment ça qui a été fait dans les villes. Néanmoins, on sait que la mobilité va être une clé ici dans cette période un peu particulière. Une première clé par rapport à la distanciation physique qui nous est imposée, qui va sans doute nous être imposée pendant de nombreux mois. On a eu l'occasion déjà d'échanger longuement à cette assemblée. Cette distanciation d'1,50 m, ce nombre limité de personnes dans les magasins, impose aux villes, et surtout, j'ai envie de dire, aux villes aux villes communes de pousser les murs pour faire de la place pour tout le monde. Vous l'avez sans doute vu dans certaines rues, les files, il suffit qu'il y ait 3-4 personnes dans un magasin, mais elles ne sont plus dans le magasin, elles sont dehors du magasin, prennent l'espace du trottoir. Et donc la ville de Mons a décidé que l'entièreté de l'intramuros serait transformée en zone de rencontre. Donc c'est ce qu'a fait la ville de Namur avec vos collègues à Namur dans la majorité aussi, je pense. C'est vraiment de pouvoir créer une zone de rencontre où finalement on efface un peu la différence entre le trottoir et la voirie. Ça veut dire que la mesure de 20 km/h, c'est pas celle-là la plus importante. La plus importante, c'est que le piéton peut circuler sur la voirie. Évidemment, il ne s'agit pas qu'il s'y arrête et qu'il empêche toute la circulation d'y aller. Il est prioritaire sur le cycliste qui lui-même doit faire un maximum de 20 km/h. Le cycliste étant lui-même prioritaire pour la voiture. Donc on apaise le centre-ville avec une durée limitée qu'on a imaginée jusqu'à la fin des vacances et qu'on pourra réévaluer. Cette zone de rencontre n'est pas encore d'application dans le centre-ville, elle le sera dans les prochaines semaines, et donc on va vraiment travailler de concertation avec les autres villes, avec Verviers, avec Namur. On a une formation qui est organisée à destination de toutes les villes la semaine prochaine, auquel les services participeront très certainement au niveau de la région wallonne, puisque tant le cabinet du ministre Henry que le cabinet de Madame Debu encouragent ce genre de pratique, et donc ils organisent un webinaire la semaine prochaine. Donc ça, c'est au niveau de l'espace qu'on a besoin. On a besoin d'un peu plus d'espace, on le voit ici dans cette salle, en centre-ville, et donc c'est les mesures qu'on entend prendre. À côté de ça, on le sait, les transports en commun actuellement ne peuvent pas transporter le même nombre de personnes qu'ils transportaient avant, pour des raisons sanitaires évidentes, et puis aussi parce que je le crains, pendant encore quelques mois, les gens auront sans doute des craintes de se rendre dans les transports en commun. Et à côté de ça, on a vraiment vu un boom du vélo dans de nombreuses villes, et même ici à Mons, avec des nouvelles réjouissantes au niveau de nos vendeurs de vélos, qui ont connu aussi la crise et qui voient vraiment un pic. Je ne citerai pas un vendeur bien connu à Couem, mais qui a pratiquement plus de vélos de route. Au niveau vous parliez de ce que nous on met en place, au niveau des locations de vélos chez ProVélo avec la convention que vous connaissez, ça fonctionne vraiment bien. Il y a vraiment une demande, on le sent, on le voit sur le Ravel, on le voit sur les routes, et donc un besoin de sécuriser certains espaces. C'est pour ça qu'on va demander au service public de Wallonie de pouvoir créer une piste cyclable bidirectionnelle continue, comme vous l'aviez demandé il y a quelques mois d'ailleurs, pour ceinturer le centre-ville. Au niveau de l'intramuros, comme on l'a dit, zone 20, où les cyclistes peuvent rouler sur la chaussée, même s'ils devront être limités à 20 km/h et seront prioritaires par rapport aux voitures. Et à côté de ça, on va analyser avec notamment les collègues de la province du Hainaut, qui gère le réseau Point Nœud, donc les itinéraires cyclables de cyclotourisme. On sait que le cyclotourisme va avoir la cote cet été, parce qu'on ne va pas pouvoir partir en vacances. Monsieur Todisco a dit les musées vont avoir la cote, mais le cyclotourisme aussi. Et donc de pouvoir sécuriser, réduire la vitesse sur toute une série de tronçons, là où il n'existe pas encore d'aménagement. On a aussi demandé au service public de Wallonie de pouvoir étudier les axes que sont la N51 ou la route de Wallonie. Et à côté de ça, on envisage aussi d'encourager la marche. Vous l'avez peut-être vu, mais la ASBL Tous à pied a fait les itinéraires, et on se rend compte que Mons peut être parcouru en une dizaine de minutes à pied à partir de la Grand Place.
À côté de ça, on continue à travailler, vous l'avez dit, avec les box à vélo. Dans votre interpellation, vous parlez de la communication. La convention avec ProVélo qu'on a validée, je pense il y a 2 conseils, est toujours d'application dans l'idée de mettre les gens en selle. Donc on essaie vraiment d'avoir un plan global dans lequel on a une attention à la distanciation physique, aux besoins de plus d'espace en centre-ville et notamment pour les commerçants. À côté de ça, un aspect vélo lié, comme vous le dites dans l'interpellation, au boom qu'a connu le vélo, tout en ne créant pas des choses sous prétexte du Covid et continuant le travail de fond, puisque ce n'est pas avec des mesures temporaires qu'on pourra, comme vous le dites, créer des sites propres. Là, c'est vraiment avec des mesures structurelles qu'on a commencé à mettre en place dès notre arrivée au sein de cette majorité. Voilà, je vous remercie. Merci Madame Echwin. Madame la conseillère pour la réplique. Mais vous pourriez délimiter avec plus de précision cette zone de rencontre au centre-ville? L'équivalent de la zone 30 actuelle, donc l'intramuros, donc tout ce qui est à l'intérieur de ce qu'on appelle la grande voirie. Donc l'actuelle zone 30 deviendrait une zone de rencontre jusqu'à la fin des vacances scolaires, jusqu'à la fin du mois d'août, et puis on évaluera, un peu comme d'autres villes le font, et vraiment avec une concertation avec les différentes villes de la taille de Mons pour pouvoir avancer de façon ensemble, au-delà des idéologies des uns et des autres, Bien, alors vous avez parlé de la communication, d'accord, et de la sécurisation, parce que ces marquages au sol, ça me semble pas assez visible ou percutant pour le marquage au sol quand vous roulez. Pour les pistes cyclables ou pour la zone de rencontre? Pour la piste cyclable d'abord, et puis vraisemblablement pour la zone de rencontre. Comme on l'a dit pour les pistes cyclables, celle qui s'avère temporaire, donc l'idée vraiment de ce que vous développez dans votre motion, donc l'urbanisme tactique, c'est vraiment d'avoir des pistes cyclables temporaires, donc créées relativement rapidement. Donc là, c'est plutôt sur du marquage. Après, à long terme, toutes les pistes cyclables qu'on a réalisées jusqu'à présent sont en site propre. Donc depuis le début de la législature, il y a eu la piste cyclable sur la rive droite du canal du Centre qui est protégée, qui est en site propre avec glissière, Sapinette aussi, avenue du Tir aussi, chemin des Moutons, c'est un cheminement, donc il n'y a pas vraiment de raison. On a parfois remarqué des pistes cyclables existantes sur des tronçons, mais alors plutôt dans les quartiers résidentiels, mais en tout cas sur les axes qu'on imagine devenir des axes de transit pour les vélos, on tente, en tout cas sur les voiries qui sont communales, on a depuis le début de la législature créé des sites propres avec des glissières de sécurité, sachant que c'est parfois plus compliqué, comme votre collègue Florent Dufrane pouvait le faire remarquer en début d'interpellation, Donc si j'ai bien compris, c'est jusqu'à la fin du mois d'août. À la fin du mois d'août, vous allez faire une sorte de débriefing avec... Pour la zone de rencontre, oui, avec l'ensemble des services, notamment avec la police, voir un peu au niveau des autres villes comment ils font les choses, voir où en est la distanciation sociale, voir comment le processus a fonctionné, comment les Montois se le sont intégrés. Donc on est vraiment dans une mesure temporaire, et si ça fonctionne bien, j'espère qu'on pourra arriver à apaiser la circulation dans le centre-ville. Je crois que c'est une demande de tous les acteurs ici autour de la table, donc on verra ce que ça donnera. Ah non, Monsieur Tondreau dit non. Non, il n'a pas dit non, il a dit peut-être. Ok, ça va. Peut-être. Voilà, merci. Bien, merci beaucoup. Interpellation suivante, Monsieur Tondreau, justement, pour la ZAC 48, je vous en prie. Donc, je viens de vous le dire, Monsieur le conseiller, c'est la ZAC 48. Non, Monsieur le conseiller, si j'ai bonne mémoire, c'est vous-même qui devez la défendre. Il y a deux noms. Alors, attendez, je vais regarder. Ici, il y a les deux noms. Oui. Il y a les deux noms. Oui. Tiens, ici. Il y a les deux noms. Ok, Monsieur Soupard. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. Donc, notre texte à Monsieur Tondreau et moi-même est exactement dans la même veine que celui de Monsieur André tout à l'heure, concernant le dossier du projet immobilier de Saint-Symphorien, puisqu'il s'agit également d'un gros dossier d'urbanisation au sein de Flénu. Alors, cette ZAC 48, elle faisait un peu plus l'actualité au niveau du mois de mars, mais justement, le but de l'interpellation, c'est de pouvoir resituer le dossier et surtout de l'actualiser, surtout au niveau des délais et des possibilités d'action et de réclamation pour les citoyens. Donc le 20 février dernier, la ville, conformément à la législation sur l'urbanisme, a organisé une réunion ouverte à Flénu pour présenter l'avant-projet de ZAC 48, situé au centre de l'ancienne commune.
Lechevin, donc Lechevin pour toi, et Monsieur Tondreau y étaient tous les deux et ils ont pu constater une très vive opposition de l'ensemble des habitants présents à ce projet. Attitude bien compréhensible vu notamment la dimension pharaonique de celui-ci. En effet, sur une surface d'à peine 5 hectares, 268 logements dont 221 appartements vont être construits. Aujourd'hui, cependant, la discussion à ce sujet n'est plus d'actualité car nous en discuterons normalement lors de prochains conseils, mais donc en fonction de l'évolution des procédures au sein de votre administration. Alors ce qu'il faut quand même préciser, c'est que cette zone est pour beaucoup de Flénusiens un espace vert qui offre un cadre de vie agréable et que c'est dans cet esprit qu'ils ont entre autres acheté leurs biens. Et je dois aussi vous avouer, Monsieur Pourtois, que j'ai entendu des retours venant du terrain, on aime en parler ici, qui me disent que vous auriez dit que la ville s'opposait à ce projet. Alors je ne sais pas que penser de ce que j'ai entendu de ça, donc voilà, je pose la question comme ça, vous pouvez clarifier la position de la ville à ce sujet. Et j'ai 6 questions sur cette zone 48. La première question, c'est quelle est la date de la présentation qui était prévue pour permettre à la population concernée d'être présente. Ensuite, pourriez-vous nous indiquer quel rôle a pu jouer l'administration de la ville et encore plus le collège quant à la dimension du projet. Le propriétaire, ses architectes et les urbanistes ont-ils été reçus pour en converser et quels conseils ont-ils obtenus? La densité excessive leur a-t-elle été reprochée ou au contraire des possibilités d'acceptation de ce dossier leur a-t-elle été donnée? Qu'en est-il quant à votre déclaration dans le Trends Tendance, là on parle du bourgmestre, à ce sujet, où apparaît de votre part une certaine volonté de réduire ce projet? Enfin, la dernière question, avez-vous une idée de la destination des appartements? Ceux-ci vont-ils être destinés aux promoteurs publics ou privés? Nous vous remercions de votre réponse. Merci, Monsieur le conseiller. C'est donc Monsieur Lechevin de l'urbanisme, Maxime Pourtois, qui va vous répondre. Monsieur Lechevin. Merci, Monsieur le conseiller, pour votre interpellation. Je vais donc vous répondre dans la même veine que la réponse de Saint-Symphorien, puisque vous me faites la même question, et rappeler effectivement l'importance des procédures. Petit élément de précision, oui, vous avez raison, il y a effectivement une réunion d'information publique qui s'est tenue. Il y avait effectivement des conseillers communaux, ma collègue Charlotte Dejarre était également présente à mes côtés. C'était l'occasion de discuter. Alors, cette réunion, elle a lancé une procédure bien précise qui commence d'abord par l'enquête publique. Enquête publique qui s'est clôturée. Alors c'est un dossier, comme vous l'avez évoqué, c'est à très juste titre d'ailleurs, qui est particulièrement important, non seulement compte tenu de la dimension des parcelles en question, mais aussi de sa situation. Ce que je tiens à rappeler d'abord, puisque vous demandez un état de la situation actuelle, c'est qu'il s'agit nullement ici d'un dépôt de permis. On en est bien loin, on est dans un document d'orientation, et donc il s'agit ici d'une volonté d'un propriétaire privé d'activer des parcelles qui sont les siennes, une ZAC, vous l'avez vous-même évoqué, et l'outil pour activer une ZAC, c'est un RUE qui s'entame donc par une enquête publique. Alors l'enquête publique s'est clôturée et a permis de récolter toute une série de réclamations. Elles ont été nombreuses, vous avez effectivement fait écho de la mobilisation qui avait été générée par ce projet. Ce que je tenais à vous dire à ce stade, c'est que pour l'instant, le collège ne s'est pas positionné officiellement. Néanmoins, compte tenu évidemment de l'enjeu stratégique du développement de ce dossier, vous êtes tout à fait au courant que tout le collège est mobilisé sur ce dossier et qu'il est évidemment parfaitement attentif aux différentes remarques qui sont évoquées. Alors, pour répondre plus particulièrement à vos questions, justement, la première étant sur les délais. Je vous l'ai dit, à ce stade, pas de réclamation encore qui a fait l'objet d'une analyse détaillée de la part du collège, ça va être le cas sous peu. Ce que je peux par contre vous dire déjà, c'est qu'il y a toute une série de réserves qui sont partagées par nos collègues du collège, notamment, vous l'avez entre autres évoqué aussi, la question de la densité.
qui sera étudié et qui sera vraiment détaillé dans l'avis qui sera rendu par le collège. C'est un enjeu important parce que bien sûr, si effectivement cela peut représenter une belle opportunité de développer un projet qui pourrait mailler le territoire de Flénu, il ne faut pas non plus y développer une densité trop importante. Vous avez aussi parlé de la manière d'agencer le site. Mais au-delà de ça, il y a même d'autres interrogations qui sont sur la table du collège et que nous prenons vraiment très au sérieux. C'est l'importance que doit avoir ce rapport d'étude quant aux enjeux, notamment, par exemple, sur les risques géologiques ou les pollutions des sols. Donc vous le voyez, il y a toute une série de réserves déjà à ce stade que je peux vous évoquer, qui sont celles du collège. Le collège, dans la procédure que vous évoquiez, va donc devoir rendre un avis. Cet avis qui sera rendu au porteur de projet, il va devoir en tenir compte. Dès l'instant où nous émettons toutes ces réserves, le porteur de projet va donc être amené à revoir son projet. Et dès l'instant où il sera revu, vous connaissez la procédure, non seulement on recommencera alors avec le collège en avis, le conseil communal et la région wallonne. Et donc, à ce stade, je peux difficilement vous commenter plus le dossier que ce que je ne fais ici. Ce que je tenais simplement à vous dire, et pour rassurer aussi toutes les personnes qui nous écoutent, c'est qu'on est particulièrement conscient des différents enjeux stratégiques de ce développement et qu'on est particulièrement aussi attentif aux réclamations que l'on a reçues. On estime, bien sûr, qu'il y a des réclamations tout à fait légitimes, tout à fait justes, qui seront communiquées. Je vous ai parlé de la densité, je vous ai parlé des gabarits et de l'aménagement du site. Tout cela mérite une analyse détaillée de la part du collège qui sera ensuite communiquée au déposant qui pourra revoir alors son permis. Merci beaucoup, Monsieur Lechevin. Alors, tiens, c'est Monsieur Soupard qui pose la question, c'est Monsieur Tondreau qui réplique. Comment est-ce que ça va? Ok, donc c'est Monsieur Tondreau qui va répliquer. Je vous en prie. Le dossier allait venir au conseil communal parce que c'était prévu qu'il vienne au conseil communal après la fin de l'enquête. Et seconde chose, il y a une question qui interpelle beaucoup l'ensemble des riverains et les habitants dans tout cet ensemble de Flénu, c'est exactement ce qui va se passer quant aux immeubles à appartements qu'on prévoyait au centre de ce projet. J'avais demandé aussi dans l'interpellation, est-ce que ce sera attribué à des domaines, un promoteur public ou pas? Voilà ce que j'avais envie de dire. C'est les deux questions que vous n'avez pas répondu. Monsieur Soupard. Alors je dois vous avouer, Monsieur Pourtois, que je trouve qu'il y a un peu de langue de bois, mais je peux comprendre dans le sens où vous nous dites que nous sommes au balbutiement de cette procédure. Avec toutes les réserves que vous avez soulignées, les risques géologiques, la stabilité, le gabarit, notre groupe Mon Sang Mieux espère que du coup, l'avis que le collège rendra pourra indiquer au promoteur, enfin du moins l'entrepreneur, de réduire son projet. Je pense qu'il y a aussi, vous ne l'avez pas mentionné, mais je pense qu'il y a aussi des aspects de cadre de vie et de mobilité pour les citoyens actuels de Flénu. Et j'avais simplement une question, c'est pour savoir si le premier avis dont vous parliez va être un avis qui est contraignant. Et donc, je remarque que le collège et le conseil repasseront dessus, et donc nous serons vigilants sur ce dossier. Monsieur Lechevin, quelques mots? Ben oui, je suis assez embêté par la réponse de Monsieur Tondreau parce que j'ai pourtant répondu aux deux éléments que vous avez évoqués. Je vais vous les répéter, peut-être que vous n'avez pas pu en prendre connaissance. Vous me demandez quand est-ce que ça va passer au conseil communal. C'était pourtant la quasi-totalité de mon exposé, puisqu'on vous évoque déjà des réserves ici. Ces réserves seront communiquées au déposant qui va donc revoir son projet. Cela modifie donc sensiblement la date de dépôt. Vous pouvez hocher de la tête, c'est malheureusement la procédure, ne vous en déplaise, qui sera proposée au conseil communal. Voici le premier élément. Le deuxième élément, quant aux discussions que l'on pourrait avoir sur l'aménagement, et je rebondis un petit peu sur ce que vous venez de dire, c'est tout l'enjeu de l'analyse. C'est tout l'enjeu de l'analyse que va faire le collège précisément, c'est-à-dire non seulement les questions de mobilité, de gabarit, de densité, on en a parlé, d'aménagement du site. Bref, ce sera un avis détaillé et bien sûr, et Monsieur Tondreau, je vous renvoie au quatup pour la procédure qui est extrêmement précise et bien détaillée. Je présume que vous la maîtrisez parfaitement. À partir du moment où l'on modifie sensiblement un projet au travers de nos commentaires qui sont remis dans le cadre de l'avis du collège, eh bien nécessairement, cela va retarder le dépôt auprès du conseil communal puisque le déposant pourra modifier son permis. Merci beaucoup. Dernière intervention de Monsieur Soupard. En fait, je pense que ce que Monsieur Tondreau vise par un quand, c'est une indication en termes de temps. Et là, pour le moment, il n'y a pas... Alors, vous pouvez nous dire que vous ne savez pas. Mais, je veux dire, dans la réponse, c'était absolument pas clair. Et vous n'avez toujours pas répondu sur la question de est-ce que ces appartements sont à destination de promoteurs publics ou de promoteurs privés?
C'est une initiative 100% privée. Voilà. Alors, interpellation suivante. Monsieur Tondreau, c'est à vous. Trends. Monsieur Bourgmestre, voilà, lecteur régulier du magazine Trends, je me réjouissais de découvrir, suite à votre interview, enfin votre politique de développement urbanistique de la ville. Car jusqu'à présent, ce que vous nous avez initié n'a toujours pas été des réussites. Et je reparle ici notamment les 15 000 m² d'extension des Grands Prés qui avaient provoqué à l'époque qui avaient provoqué d'ailleurs, et encore aujourd'hui, une désertification progressive du piétonnier, malgré les protestations de 300 commerçants à l'époque, la hauteur de Primark, le site de la Grande Poste en jachère, l'échec passage du centre, non-construction de parking prévu, maternité commerciale achetée avec certaines préférences et leur nombre devant se réduire, j'en ai parlé tout à l'heure, etc. Bref, on pouvait espérer dans cette interview un new deal montois de votre part, mais rien de nouveau. Et je lis ici ceci, c'est ce que vous nous déclarez, ici dans cet article, vous déclarez à un moment donné, par ailleurs, nous avons également la volonté de nous ouvrir à une architecture beaucoup plus contemporaine. Je souhaite que l'on sorte de l'architecture standardisée à laquelle Mons a été confronté ces dernières années. Ce sont ces dernières années. Je n'en peux plus des briques rouges et des fenêtres carrées. Moi, je voyais plutôt des fenêtres qui étaient en rectangle que carré, sans recherche du détail. Alors, pour moi, ce texte, tel qu'il apparaît, c'est une critique sans appel de la rénovation urbaine montoise qui, depuis plus de 20 ans, glorifiée par tous comme exemple d'intégration et de protection de la ville ancienne. Eh bien, pour vous, cela est à remplacer par du contemporain dans le sens de promoteur, ne respectant en rien son environnement. Et je pense au projet Nova, à Athénor, à Thomas et Piron, au Grand Pré, avec des parkings extérieurs, des toitures plates, des plaques de béton, des étages élevés, bref, une architecture demandée par vos amis du centre et du nord du pays, et que vous deviez accueillir en son temps au mois de mars, et qui ne voit qu'un rapport financier rapidement rapatrié, c'est-à-dire une politique contraire à celle menée pendant 30 ans, qui tenait compte de l'environnement sous toutes ses faces. En plus, souvenez-vous, vous m'aviez même parlé qu'on en avait discuté ensemble, qu'on essaierait d'imaginer pour l'ensemble des Grands Prés de trouver une sorte d'architecte, un Baumeister, qui donnerait une meilleure qualité aux Grands Prés, et là, rien qu'à les promoteurs passent d'abord. Votre nouveau slogan aussi, c'est densifier ce qui peut se justifier par un espace étendu, mais pas en hauteur. Exemple, Nova, qui construit 7 à 8 niveaux de 27, qui va construire, bien qu'espère de construire, 7 à 8 niveaux de 27 à 29 mètres de haut, presque des tours, agressant ainsi le paysage environnant avec des matériaux contemporains que vous aimez. Bref, est cela votre politique? Ce sont vos déclarations que je lis dans le Trends. Vous décidez aussi de ne plus respecter la législation urbanistique. Vous autorisez, ça c'est extrêmement frappant, vous autorisez avant de commencer toute procédure. Et je lis ici le texte, vous dites ceci à Mons, nous l'avons autorisé dans le cadre du projet Nova, alors que l'enquête publique n'est toujours pas terminée. Cela a permis de dégager davantage d'espace au sol pour des aménagements publics et repenser toute la configuration de quartier. Donc vous avez tendance à oublier les enquêtes publiques, l'associatif, et je pense à Sauvegarde, le citoyen à travers les enquêtes, et vous acceptez un record de dérogation que vous citez pour la forme. Bref, vous jouez à l'autorité, sauf pour les puissants qui vous imposent un rapport de force, vous prenez pour un argent comptant leur communication et souvent ce ne sont que des publicités commerciales. Et je termine, excusez-moi, en fin d'article, j'avais espéré de lire vos perspectives, mais rien n'apparaît, peut-être vous allez nous dire un peu plus présentement. Nous vous écoutons et réécouterons s'il le faut. Merci. Merci. Monsieur Darville et Monsieur Kayembe. Monsieur Darville. Monsieur Tondreau. Attendez. C'est une interpellation, Monsieur le conseiller. Donc effectivement, les autres conseillers peuvent intervenir. Si Monsieur Darville le souhaite, il le peut. Monsieur Tondreau, pour une fois n'est pas de coutume, vous m'avez fait rire. Vraiment, vous m'avez fait rire parce que vous n'avez pas apprécié du tout l'article qu'il y a eu dans le Trends où on a fait l'interview de notre bourgmestre et
vous n'avez pas apprécié du tout, et vous lui demandez d'en dire plus. Ça, c'est quand même comique, hein. Quand je lis votre interpellation, il n'y a aucune question, hein. Vous vous plaignez parce que vous n'avez pas aimé l'article. Ben, moi, je peux vous dire que dans certaines de vos remarques qui sont quand même un peu déplacées, ce n'est pas le bourgmestre qui va accepter un nombre record de dérogations, hein. C'est un permis de la région wallonne, donc c'est la région wallonne qui donnera son accord ou pas. Vous vous plaignez que les presque sous-entendu que le collège est à la solde des promoteurs, mais ça c'est quand même un peu assez extraordinaire. Chaque fois que des promoteurs viennent avec des projets, vous qui devriez supporter les projets des sociétés privées, ben vous les cassez littéralement, vous les critiquez continuellement. C'est quand même assez étonnant. On devrait attendre quand même d'un représentant du groupe MR qui soutienne toutes les entreprises privées. Alors, vous dites aussi que le bourgmestre veut remplacer toutes les vieilles pierres par du contemporain. Ben, c'est pas ce qu'il a dit, hein. Il dit qu'il aimerait maintenant voir des choses un peu plus contemporaines. On ne peut pas dire que dans les décennies précédentes que tout fut un succès, hein. Quand on voit le bâtiment, l'ancien bâtiment de la régie, la RTT, ben, c'est scandaleux. Quand on voit la rue de la Seu, le carré de la Grand Place, bah, c'est hideux aussi. Quand on a vu le bâtiment de Gary en Spark, ben voilà, donc pendant des décennies, il y a eu des erreurs architecturales. Aujourd'hui, ben, notre bourgmestre, que dit-il? Ben, il aimerait bien voir des choses un peu plus modernes. Et on peut comprendre qu'avec la différence de génération, hein, il est quand même un peu plus jeune que vous, qu'il ait envie de voir des choses plus modernes, hein. Vous savez, des plaintes nostalgiques, il y en a toujours eu sur les vieilles pierres, mais je crois que de tous les temps, il y a eu l'introduction d'une architecture moderne. Au XXe siècle, Le Corbusier disait déjà, Le Corbusier qui était l'un des précurseurs du XXe siècle du modernisme, disait ceci: l'architecture existe quand il y a une émotion poétique. Ça, c'est des propos que Madame Coligna aime bien. Mais quand je vous lis vos propos, il n'y a absolument rien de poétique. C'est toujours des propos agressifs, c'est toujours plein de sous-entendus. Eh bien, nous, au niveau du groupe PS, on en a un peu marre de vos remarques. On en a marre de vos suspicions. On en a marre de vos interventions désagréables. J'apprécie vraiment la correction de vos collègues chaque fois qu'ils font des interpellations, mais de votre part, franchement, ça commence à devenir fatigant. Merci. Merci. Monsieur Kayembe. Oui, pour abonder dans le même sens que le chef de groupe, moi je trouve qu'il y a des propos ici, mais je vais lire, hein, parce que j'ai noté ce qui a été dit. Bref, une architecture demandée par vos amis du centre, du nord. Oui, ouais, demandée par... Donc, ce que ça veut dire, ça? Donc, on est dans une ville, moi je suis à... Et vous permettez? Ouais, vous permettez, ouais, vous expliquerez peut-être après, mais pour le moment, c'est moi qui ai la parole. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette ville, elle est gérée d'une manière où on favorise le clientélisme, on favorise la camaraderie ou des choses comme ça. Moi, je ne me suis pas engagé en politique pour cautionner des tels. Voilà, donc je trouve que c'est choquant. Et quand je vois ici que la ville a tendance à s'asseoir sur les règles, je vous cite, vous avez tendance à oublier les enquêtes publiques. Jusque-là, les enquêtes publiques ont toujours été menées. Les citoyens, à travers les enquêtes, vous acceptez un accord
des dérogations que vous citez pour la forme, vous jouez à l'autorité, sauf pour les puissants qui vous imposent un rapport des forces, etc. Donc, non, mais, Monsieur Tondreau, moi je trouve que, enfin, on ne doit pas s'adresser directement à vous, mais ici, comme vous m'interpellez, je vais quand même vous répondre en vous disant que c'est si. Quand vous faites ça, vous dites ça, ben je trouve que c'est une insulte pour l'élu que moi je suis, et il me semble aussi pour les restes qui sont ici, parce que si nous, ici en tant qu'élus, qu'on représente les peuples montois, on autorise de telles pratiques, ben, c'est-à-dire qu'on les cautionne. Mais moi, je m'inscris en faux parce que jusque-là, je n'ai pas pu identifier ce que vous êtes en train de dire. Et je trouve ça très très grave. Mais non, à partir du moment où vous dites que ça se passe dans cette ville, etc., ben bon, je trouve que c'est insultant. Merci, Monsieur Boucher. Merci, Monsieur le bourgmestre. Sur le fond, je pense que c'est le collège qui doit répondre, enfin sur la forme plutôt, et donc ça sert à rien d'attaquer le messager, même si le message ne fait pas plaisir. Par contre, ce qui est intéressant dans l'interview et le passage qu'a cité Monsieur Tondreau, c'est que vous n'êtes quand même pas un nouveau dans le collège, Monsieur le bourgmestre. Et donc, quand vous dites, moi j'en ai marre un peu de l'architecture standardisée, etc., vous étiez échevin de l'urbanisme. Donc ça tombe assez bien. Et donc, est-ce qu'on doit interpréter, et donc j'additionne une question à celles qui vous ont été adressées par Monsieur Tondreau, est-ce que c'est une reconnaissance du bilan où vous dites, ben voilà, le bilan n'est pas exactement ce que j'aurais souhaité, ou est-ce que, et alors dans ce cas-là, vous contestez aussi ce qui a été fait préalablement par vos soins, ou est-ce qu'à un moment donné, vous avez eu, je ne sais pas, une inclinaison ou quoi que ce soit, mais c'est un peu particulier quand on vient du parti qui dirige de dire ben, l'architecture telle qu'on nous a proposée pose problème. Et ça conforte un peu les propos de M. Tondreau, parce que si vous n'étiez pas d'accord avec ce qui a été proposé, ben, pourquoi vous l'avez accepté ? Et si maintenant vous voulez autre chose, ça contredit aussi d'autres propos que vous nous avez tenus de par le passé, où vous dites toujours que je fais plaisir aux promoteurs, mais vous croyez que c'est facile de trouver des promoteurs. Quand il vient, on est bien content, on essaye d'aménager des choses, on n'accepte pas n'importe quoi, ça c'est souvent la réponse que vous faites, on se bat pour dire de pouvoir en faire venir, mais non, on n'accepte pas ce qu'on ne veut pas. Donc je dois avouer que ce propos est un petit peu désarçonnant. Et ce qui est désarçonnant au surplus aussi, c'est lorsque l'on est bourgmestre d'une ville, lorsqu'on est aussi échevin, qu'on est soit dans des colloques organisés par des promoteurs immobiliers à qui on doit donner des permis, c'est quand même un peu bizarre. Donc ils font payer un colloque pour aller participer, vous allez présenter la vision de la ville, et c'est ces mêmes personnes face auxquelles vous allez vous retrouver lorsque vous devez traiter des dossiers. Même chose au niveau du Trends. Donc moi je ne vous accuse de rien, et je vous soupçonne de rien. Je trouve juste qu'en matière d'apparence de gestion, de comportement par rapport à des preneurs d'intérêt, je crois que quand on est dans des fonctions de décision, il faut avoir la collaboration nécessaire, parce que ce sont des partenaires, effectivement, du développement de la ville, et là je vous rejoins. De là à aller faire des interviews conjointes dans la presse, à mon sens, ce n'est pas prudent en termes d'apparence. Et ça ne dit strictement rien dans le sérieux, dans l'honnêteté, dans la probité du suivi des dossiers. Je dis juste que ce n'est peut-être pas la place et c'est peut-être un mélange qui est un petit peu compliqué. Je n'ose imaginer ce que l'on dirait si, par exemple, un ministre de la mobilité faisait une interview croisée avec un CEO d'une entreprise d'automobile, si un ministre de l'énergie faisait une interview croisée avec le CEO d'Electrabel, par exemple, et je pourrais additionner les exemples à l'infini. Donc moi j'appelle juste à un peu de prudence en la matière, et un autre point qui est beaucoup plus fondamental. C'est qu'il y a des règles. On a des règlements en matière d'urbanisme dans cette ville, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de dossiers qui demandent des dérogations. Et donc, moi je ne dis pas que c'est même un problème, mais je dis juste que si c'est pour avoir des règles et devoir offrir des dérogations, est-ce qu'on ne s'interrogerait pas sur les règlements qui sont les nôtres ? Et alors, dans ce cas, ça prête à un autre débat. C'est que nous aurions un débat qui est extrêmement sain dans une enceinte comme celle-ci, c'est qu'on discute de dire, ben oui, Mons a fonctionné avec une série de lignes en matière de développement urbanistique, et aujourd'hui on considère, selon les aspirations qui viennent d'être indiquées, qu'il faut moderniser les choses.
et comment on modernise les choses tout en les mariant convenablement avec le patrimoine et le caractère spécifique de notre ville. Ça, je trouve que ça serait un beau débat que l'on pourrait avoir ici. Je pense que c'est une expression que fait souvent Monsieur Tondreau. Alors c'est mal pris, c'est mal perçu, c'est mal dit, moi j'en sais rien, j'ai pas à juger ce genre de choses, mais je trouve qu'un vrai débat sur le développement urbanistique de notre ville par rapport à ce que vous avez indiqué, ça serait quelque chose qui pourrait être intéressant dans cette enceinte et qui permettrait peut-être d'apaiser les choses et d'avancer de façon constructive sur le sujet. Je vous remercie. Merci, monsieur le conseiller. Effectivement, à l'instar de mes collègues du conseil communal qui se sont exprimés, monsieur Darville et monsieur Kayembe, je déplore que le groupe Mon Sang Mieux jette systématiquement la suspicion sur le collège communal. Ça a été fait encore toute la soirée. Monsieur Tondreau en est le spécialiste. Et ici, il réussit un nouvel exploit. C'est qu'il prend une interview qui, objectivement, ne dit rien de ce qu'il a dit, et il réussit à la tourner de manière telle qu'il invente des concepts nouveaux. L'un de ces concepts, c'est de dire que finalement, nous serions contre, et je serais contre la rénovation urbaine pour privilégier l'architecture contemporaine. Je n'ai jamais dit ça dans l'interview. Et donc c'est assez extraordinaire, cette capacité que vous avez, sans doute inspirée par un chef de groupe talentueux en la matière, de pouvoir travestir la réalité, travestir les propos pour pouvoir en donner une version qui vous arrangerait mieux, parce que sur le plan politique, ça sonnerait bien aux oreilles de ceux qui nous écoutent ou des citoyens à qui vous pourriez ensuite faire un peu de retape. Eh bien non, je pense qu'à un moment donné, il faut avoir un peu d'honnêteté intellectuelle dans la démarche. Vous en êtes dépourvu, monsieur Tondreau, votre texte est un texte bourré d'insinuations et de propos mensongers, comme d'habitude. On a l'habitude au collège, monsieur Darville en a fait les frais sous la précédente mandature, moi-même, maintenant c'est monsieur Pourtois, vous avez vos têtes de Turc de manière successive, vous êtes souvent insultant, vous a d'ailleurs demandé ainsi qu'à votre chef de groupe des excuses pour les propos insultants que vous avez tenus à l'égard de notre échevin de l'urbanisme à plusieurs reprises ici au conseil communal. On attend toujours ces excuses pour les propos odieux que vous avez tenus ici au conseil communal, mais malheureusement ces excuses ne viennent pas, elles ne viendront sans doute jamais, ce qui est triste de la part d'un grand groupe du conseil communal comme le groupe Mon Sang Mieux. Vous avez votre manière de faire la politique. Monsieur Boucher expliquait sur le plateau d'RTL il y a quelques semaines qu'il espérait une autre manière de faire la politique. Je vois qu'à Mons, sa manière de faire la politique avec vous, monsieur Tondreau, c'est de nous traîner un peu dans la boue. Eh bien voilà, ça c'est votre manière de faire. Pour le fond, je trouve un peu piquant de recevoir des leçons de morale de la part de M. Boucher qui va se promener sur les terrains de foot avec des investisseurs privés au sein d'un même conseil d'administration, ce qui est quand même assez particulier sur le plan de l'éthique. Alors, venir nous donner des leçons de morale en la matière parce qu'on a le toupet de répondre à la demande d'un journaliste qui nous demande de faire une interview croisée avec une représentante qui investit à Mons et de dire chacun pour ce qui nous concerne quelle est notre sensibilité en la matière, moi pour ce qui concerne la sensibilité publique et elle pour ce qui concerne la sensibilité privée, eh bien je trouve que ça ne manque pas de sel en effet. Quant au fond du problème, j'y répondrai tout simplement oui. Je pense, comme d'autres ici autour de la table, qu'il faut faire évoluer l'architecture à Mons, non pas pour remettre en cause le patrimoine montois, auquel nous sommes toutes et tous attachés, et pas plus certains que d'autres. Nous y sommes tous attachés, et profondément. Nous allons encore investir massivement pour rénover la façade de l'hôtel de ville et tout le bâtiment. Nous allons investir pour rénover la tour du Val des Écoliers, et nous allons faire en sorte de pouvoir mettre en valeur le mieux possible le patrimoine de la ville. Mais il faut reconnaître, et M. Darville l'a dit avec raison, qu'il y a eu des opérations à Mons qui sont des échecs. Et quand je parle des briques rouges avec des fenêtres standardisées, je prendrai un seul exemple qui parlera à tous les Montois, l'îlot de la Grand-Place. Pour moi, l'îlot de la Grand-Place est un échec absolu en matière d'architecture et de programme de rénovation urbaine, si vous voulez l'appeler comme tel, ou en tout cas d'aménagement urbain, pour prendre un terme plus neutre que celui qui fait référence à un dispositif régional wallon. Pour moi, c'est un échec. Alors, ça ne vous plaît pas que je le dise, c'est votre droit de penser le contraire. Moi, c'est mon droit de le penser. Pour moi, c'est un échec. J'en ai marre de ces bâtiments standardisés. Je l'ai dit dans cette interview. J'aimerais bien que cette ville puisse aussi évoluer avec son temps, avec son époque. J'ai 43 ans, M. Darville l'a dit, et j'aimerais bien que dans cette ville, on ne se ferme pas non plus aux possibilités d'une architecture plus contemporaine, comme on peut le voir du côté flamand, du côté scandinave, en Allemagne ou dans toute une série d'autres pays qui savent faire en sorte que leur ville
ville d'art soient des références à la fois sur le plan de la protection du patrimoine et à la fois sur la capacité à évoluer avec son époque et évoluer avec son temps. Nous voulons une ville qui soit dynamique, qui soit ouverte à celles et ceux qui veulent y apporter des projets. Vous mettez des bâtons dans les roues systématiquement à tous les projets. Ça a été Primark. Primark n'allait pas se faire, c'était un mensonge. Ben voilà, on voit maintenant ce qu'il en est de votre propagande pendant des années sur les mensonges en la matière. Ça a été toute une série d'autres accusations sur tous les autres dossiers qu'on a pu mener. Nous continuons à travailler sereinement dans l'intérêt de la ville et de son développement en faisant en sorte qu'elle puisse vivre avec son temps. C'est comme cela que nous allons mener cette ville jusqu'à la fin de la mandature avec l'ensemble du collège et je remercie les conseillers qui nous soutiennent dans cette démarche. Monsieur le conseiller. Vous me répondez sur la forme est inadmissible. Vous ne faites que m'attaquer personnellement alors que je parle sur des dossiers. Je regrette beaucoup que vous ayez répondu éventuellement au texte que je vous ai lu, j'aurais pu comprendre. Mais ça, vous ne faites en rien, vous m'attaquez personnellement, parce que ça ne vous plaît pas que chaque fois j'essaye de relever les choses qui ne vont pas en matière immobilière. Reconnaissez quand même que c'était ma spécialité pendant des dizaines d'années, et c'est normal que je connaisse le dossier. Maintenant, ce que j'ai envie de vous dire, ceci, c'est que toute la population montoise, pour l'instant, en a assez de tous les projets que vous essayez de lancer, et notamment le dernier, ici on en parlera, à la place de Bouteille. Quand je lis ceci, c'est que vous autorisez, dans le cadre du projet Nova, ici, alors qu'on n'avait même pas le pouvoir d'autoriser. Non, c'est effectivement un permis du fonctionnaire délégué, vous n'avez que le pouvoir que de donner un avis. Et encore, vous autorisez ça avant que l'enquête soit terminée. Vous trouvez ça normal, vous? Est-ce que vous trouvez ça normal? C'est ce que je lis. C'est ce que j'ai lu. La même chose quand vous dites que tout ce qui était du passé, ça ne vous plaît plus. Donc, c'est-à-dire toute la rénovation qui a été faite à Mons, dans l'intramuros pendant 20 à 30 ans, ça ne vous plaît pas. Vous voulez le supprimer. La preuve, vous permettez, la preuve, c'est que le projet qui est ici que vous voulez défendre. Vous travestissez tout ce qu'on dit, c'est le projet Nova que vous voulez défendre derrière Sainte-Élisabeth. C'est l'exemple même, exactement l'exemple même de l'architecture contemporaine, avec beaucoup de densité comme vous recherchez. Ça, c'est juste. Et la population, elle est contre ça. Je ne sais pas, tout d'un coup, vous dites, je ne sais pas, comme si vous voulez vous créer quelque chose. Vous décidez que du passé, faisons table rase. Moi, je vais montrer tout ce que je peux faire en matière d'architecture. Monsieur Tondreau, il n'y a pas de question à votre interpellation. Je permets quand même de vous le dire. Sur la forme, elle est à peine recevable. Et donc, non seulement elle est mensongère sur le fond, mais sur la forme, elle n'est pas recevable et elle est mal écrite. Si vous voulez, je vais repasser toutes les lignes. Non, mais c'est bon, je pense qu'on a passé assez de temps avec vous ce soir. Je veux bien justifier. Et j'attire votre attention, Monsieur Tondreau, sur le fait que vous épuisez tout doucement votre temps de parole pour les interpellations. Parce que vous m'obligez à répondre. Oui, c'est beaucoup trop voilà. facile de faire. Encore une fois, vous donnez des leçons de morale aux autres quant aux règles à respecter et vous n'êtes pas capable de les respecter vous-même. C'est quand même déplorable. Vous fixez les règles comme ça vous plaît. Allez, l'incident est clos. Non, mais je désire que vous répondiez. L'interpellation suivante, c'est vous qui avez la parole. J'ai demandé la parole. Oui, Monsieur Boucher. Merci, Monsieur le bourgmestre. C'est quand même une drôle de manie qu'à chaque fois que quelque chose vous ennuie, vous vous sentiez obligé de faire de l'attaque sur les personnes. D'ailleurs, vous faites bien de parler du football parce que vous savez, pour le même prix, j'aurais pu déposer plainte pour le communiqué mensonger. Et je m'interroge sur autre chose, c'est comment une attachée de presse de la ville qui est payée par les impôts des Montois rédige un communiqué qui manifestement, mais qui est manifestement partisan, contenant. Le porte-parole de la Première ministre est aussi payé par les contribuables belges et les partisans. Mais elle ne prend jamais de position. Qui sont des positions par rapport au mouvement réformateur. Ça, c'est justement mon rôle. Vous voyez, nous, on a compris la répartition des rôles. Et c'est la même chose à la ville. Ne m'interrompez pas. Laissez parler, Monsieur Boucher. Vous êtes un peu... Laissez parler, Monsieur Boucher. Monsieur Martin, vous êtes certainement... ça vous ennuie certainement. Et alors, vous parlez d'investisseurs, etc. Jusqu'à preuve du contraire, je ne sais pas de quel investisseur vous parlez. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect... Il n'est toujours pas interdit, puisque je ne suis pas élu de ces communes, je n'ai aucun lien, aucun conflit d'intérêt, aucune difficulté, puisque je n'ai pas de décision à prendre. Donc oui, je suis totalement habilité, Monsieur Martin, à vous donner ce conseil, même à vous faire la leçon, si vous le souhaitez, sur la question. Moi, à votre place, je ne ferai pas ce genre de choses. Je trouve que c'est un mélange des genres. Par contre, ça, c'est le côté détail et le petit truc, et on aime bien nous entraîner là-dedans. Je vous ai posé une question qui, à mon sens, était plus importante, qui était l'idée de dire d'avoir un vrai débat
sur la vision urbanistique de notre ville. Je trouve que ça mériterait qu'en tant qu'élu, on puisse échanger sur la question avec quelques perspectives en la matière. Je vois que cet aspect-là de l'interpellation ne vous intéresse pas du tout, donc c'est un peu problématique. Et donc je pense que de part et d'autre, si on voulait régler cette question, avoir un débat de ce type où chacun pourrait présenter ses points de façon nuancée serait certainement positif. Pour le reste, c'est pas en faisant des attaques ad hominem que les choses vont changer et s'améliorer, parce qu'au contraire, elles s'auto-alimentent. Donc voilà, je vous refais encore la demande. Et pour le reste, vous sortez une série d'exemples d'éléments architecturaux qui posent problème. Franchement, moi aussi, il y a une série de choses qui ne me conviennent pas parfaitement, mais pour le reste, n'oubliez jamais que vous avez été échevin en charge de la matière aussi, et donc il est quand même logique que l'on vous interroge, parce que ça apparaît quand même comme un changement d'orientation par la personne qui était censée normalement la mener jusqu'à présent. Et donc on souligne juste ça politiquement, et sur Primark, on n'a jamais dit ce que vous avez dit, on a toujours posé des questions. Il y a effectivement eu près de 3 ans de retard. Pour le reste, je suis certain qu'Écolo est ravi de l'arrivée de Primark à Mons. Ça correspond tout à fait au modèle de développement économique que Écolo souhaite. C'est magnifique, j'ai une dizaine d'articles qui prouvent que vous dites totalement le contraire de ce que vous avez dit à l'époque. N'hésitez pas à les sortir. Mais je vais les sortir, monsieur Boucher. Je serai ravi. Vous savez, on peut faire des recherches. J'ai franchement autre chose à faire de mes soirées, mais c'est assez somptueux de vous entendre. J'imagine que les personnes qui ont lu les articles et qui nous regardent seront ravis de voir votre revirement en la matière. Pour le reste, je n'ai pas de leçon de morale à recevoir de vous. Et moi, personnellement, je n'irai pas sur un terrain de foot en pleine période de confinement avec des investisseurs privés. Oh là là, où là, il y a une belle confusion des gens. Le débat est en train il est là où vous le mettez, monsieur le conseiller. Vous pouvez me citer les investisseurs privés, monsieur Martin? Est-ce que vous pouvez me citer les investisseurs privés dont vous parlez? Ce sont, vous savez ce qu'il en est. Mais dites-moi, de qui s'agit-il? Eh bien, de qui s'agit-il et en quoi sont-ils problématiques? Non, mais monsieur Martin, allez, vous pouvez le dire. Vous lancez. Non, mais monsieur Martin, monsieur Martin, le débat est enregistré. Si vous le souhaitez, monsieur le conseiller, on peut passer à autre chose. On ne va pas passer toute la nuit à parler de votre interprétation des interviews. Je souligne un point. C'est que vous lancez un semblant d'accusation, un parfum de soupçon. Je vous réponds. Je vous demande d'aller jusqu'au bout, pas ça, parce que le débat. Mais si, mais non, moi je vous demande. Mais vous n'aimez pas, vous attaquez les gens, et quand on vous met face à vos contradictions, vous rigolez n'aimez ou quoi ça. Mais quelle contradiction? Donc je vous demande de me citer les fameux investisseurs privés dont vous parlez. Franchement, parce que le débat est enregistré, je serais très intéressé d'avoir des pièces pour démontrer à quel point vous diffamez les uns et les autres. Chacun sait, monsieur Boucher, que dans le domaine du football, il n'y a pas d'investisseurs privés. Donc citez-moi les investisseurs privés. C'est vrai qu'en domaine de football, en matière de football, monsieur Martin, on pourrait parler de ce que vous avez fait du RAEC, et ça serait très intéressant. Mais donc vous diffamez les gens en conseil. Oui, bien sûr, c'est moi qui diffame. Vous voulez voir l'interpellation de votre conseiller? Attendez, moi je vous adressez à moi. Vous n'avez toujours pas très répondu en rien, je veux bien vous justifier de tout. Vous êtes chef de groupe, le groupe PS, c'est vrai qu'on avance un peu dans le conseil communal. Eh bien, monsieur Darville, si vous voulez que le groupe PS souhaite qu'on avance, vous dites au bourgmestre de s'en tenir aux faits et de ne pas lancer des parfums de soupçons sur les uns et les autres. Vous êtes somptueux. C'est vous qui attaquez le collège. D'ailleurs. Je vous remercie de le souligner, monsieur Martin. Vous ne l'avez pas assez fait jusqu'à présent. Absolument. Je vois que votre deuxième degré est toujours d'actualité. En tous les cas, je voudrais vous recommander à l'avenir un peu plus de respect vis-à-vis des membres du collège, après les insultes de monsieur Tondreau à l'égard de notre échevin. L'interpellation de ce soir est un vrai bel exemple de ce qu'il ne faut plus faire en politique. Monsieur Tondreau, vous avez la parole. Non, je dis simplement ceci, que vous n'avez répondu en rien. Il n'y a pas de question, monsieur Tondreau. Mais vous voulez, je vais bien repasser le texte avec vous. Il n'y a pas de question. Mais vous voulez que je repasse le texte avec vous? Allez, il n'y a pas de question, on va passer à l'interpellation suivante. Je dis simplement si vous le voulez bien. Ceci. Si pas, on peut lever la séance. Si vous voulez passer la nuit tout seul ici, il n'y a pas de problème. J'aimerais bien qu'on puisse avancer un petit peu dans les débats. Vous avez la parole pour l'interpellation suivante qui porte sur la lettre ouverte initiée par Sauvegarde et Avenir concernant le projet de la place de sur mon Boussole. interpellation que vous n'avez donnée uniquement par l'intermédiaire de vos deux collègues. Monsieur le conseiller, si vous ne voulez pas développer votre interpellation, je passe à l'interpellation suivante. Ça ne vous plaît pas qu'on vous dise la vérité, c'est ça la réalité, monsieur le bourgmestre. On vous dit la vérité, c'est ce que les gens savent. Monsieur le conseiller, vous voulez développer votre interpellation ou on passe à la suivante?
Eh bien, alors faites-le. Oui, bien sûr, bien entendu. Commencez par développer vos excuses suite aux insultes que vous avez développées durant tous les précédents conseils, monsieur le conseiller. Allez, voilà. Alors, belle démonstration. Si vous voulez me faire un magnifique cadeau, effectivement, ne me parlez pas. Ce serait le plus beau cadeau que vous puissiez me faire. Belle démonstration. Monsieur Tondreau, vous avez la parole pour l'interpellation suivante. Allez. Si dans les 30 secondes vous ne l'avez pas développé, monsieur le conseiller, je passe à un autre conseiller communal. Alors, je vous demande de développer votre interpellation. Non d'une pipe, mais c'est pas possible. Hein. Aïe, 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 aïe. Oh purée, c'est pas possible, c'est un sketch. Si vous n'êtes même pas en mesure de vous y retrouver, alors monsieur le conseiller, c'est même pas la peine. Sauvegarde et avenir de Mons, la place Bouteille. Aïe, 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 aïe. Alléluia. Et d'ailleurs, tous les ensembles des conseillers ont dû recevoir ici une lettre venant de l'association Sauvegarde et Avenir de Mons quant au projet de la place de Bouteille. Et elles étaient signées, donc, cette lettre ouverte, par 6 associations montoises proches du patrimoine, de l'architecture, de la culture et de notre tradition, et surtout très proches de la population montoise face au projet précité. Son contenu ne s'oppose pas à un projet de rénovation de quartier, mais ne peut accepter le manque total de concertation entre la ville, les promoteurs, l'associatif qu'ils représentent et la population proche concernée, et bien sûr sur le projet lui-même. Ils ne peuvent accepter son esthétique sans créativité, une architecture faussement contemporaine et sans intégration, notamment dans ses volumes, ses hauteurs et son choix de matériaux. Cette lettre dénonce aussi la non-consultation de tous les acteurs dans l'intérêt général qui aurait permis aux promoteurs assez esseulés de recoudre un quartier dévasté par des opérations anciennes malencontreuses avec l'existant ancien. Cette lettre rappelle, comme je l'ai dit précédemment, que cette ville est protégée comme site exceptionnel reconnu, que cette situation est complètement ignorée par les promoteurs et sans doute non renseignée par l'administration concernée, nouvellement renouvelée. Vous savez très bien ce que ça veut dire, sans parler du nombre record de demandes de dérogation. De plus, cette association a procédé à une préconsultation auprès de ses membres. Ceux-ci ont refusé quasi à l'unanimité ce dossier. L'enquête publique va elle aussi révéler de nombreuses oppositions justifiées. Comment dès lors allez-vous répondre à ces demandes de concertation? Avez-vous déjà pris des initiatives à ce sujet? Allez-vous simplement les ignorer et laisser la procédure administrative suivre son cours? Votre décision risque de marquer négativement tout votre parcours à la direction de la ville et j'espère que vous reprendrez dans un sens autre que celui de toutes vos déclarations actuelles à ce sujet et répondez favorablement à la lettre ouverte. Merci de nous répondre. Monsieur Tondreau, vous avez 2 interpellations sur le même sujet. Est-ce que vous souhaitez développer la suivante? Non, parce qu'elle concerne d'un côté Sauvegarde et Avenir de Mons et l'autre, c'était plutôt la suite de mes interpellations que j'ai déjà faites précédemment. Il vous reste combien, Madame la Directrice Générale? 50 secondes. Non, je regrette beaucoup, c'est le temps que vous m'avez obligé à répondre à tout ce que vous me racontiez. Non, ce serait beaucoup trop facile. Monsieur Tondreau, les règles du règlement d'ordre intérieur s'appliquent à vous comme à tout le monde. J'ai déjà fait en sorte qu'il y en a une qui soit reprise par quelqu'un d'autre, comme c'était prévu. Ah, voilà, c'était ça la technique. Ok, on a compris maintenant. Bien, Monsieur Léchevin, est-ce que vous pouvez répondre à cette interpellation-ci? Je vous remercie. Non, Monsieur le bourgmestre, non, je regrette beaucoup, c'est à vous qu'elle est adressée. Merci, monsieur le conseiller communal, merci, monsieur le porte-parole de toute la population montoise, si j'ai donc bien compris. Voilà des reproches. Monsieur le conseiller, je suis en train de vous répondre. Est-ce que vous pourriez au moins feindre un quelconque intérêt à ce que je suis en train de vous dire? Voilà, vous êtes là, vous êtes avec moi. Parfait. Donc, merci beaucoup, monsieur le représentant. Je n'accepte pas du tout votre ton un peu ironique. Parfait, mais ça tombe bien, je n'accepte pas le vôtre. Merci beaucoup pour votre interpellation. Alors, quelques éléments. Effectivement, vous abordez la question très importante, celle de la participation dans le cadre d'un permis d'urbanisme.
Vous avez raison de le souligner, c'est un enjeu majeur. C'est un enjeu majeur d'ailleurs auquel est particulièrement attaché le collège et d'ailleurs aussi son échevine de la participation citoyenne. Je vais d'ailleurs vous citer quelques exemples historiques puisqu'on a parlé des différentes époques urbanistiques où il y avait des projets qui ont effectivement fait l'objet de participation citoyenne avancée. Je repense par exemple à la place de l'Attaque à Jemappes, je repense à Color ma ville, tout le projet, ou alors d'ailleurs aussi le quartier de la Gare avec sa rénovation urbaine et le travail qui avait été fait notamment par le service prévention. Les trois exemples que je vous cite, ils ont un point commun. C'est que la ville est à la manœuvre et est à l'initiative de ces projets. Et donc, bien évidemment, dans ce cas-là, on peut faire librement une procédure qui est celle d'une participation qu'on décide. Par contre, quand c'est un privé, ça ne vous aura pas échappé, le projet dont vous parlez, puisque vous le scandez sur tous les toits et que vous avez évoqué dans une interpellation plus que douteuse d'ailleurs dont on vient de parler, des supposés liens avec des diables privés, ici il s'agit d'un projet privé. Dès lors, est-ce que cela voudrait dire qu'il n'y a pas de concertation ou de participation citoyenne? Mais bien sûr que non, puisque c'est précisément le but de l'enquête publique. L'enquête publique dont vous parlez tant. C'est justement à ça qu'elle sert, à la participation citoyenne. Et alors, je vais même vous dire quelque chose, parce que vous sous-entendez qu'on devrait faire alors une participation à la carte, en fonction des projets. Est-ce que c'est ça votre conception du respect de la loi? C'est comme ça que vous voyez les choses? Moi, pas du tout. Je vais vous dire quelque chose. Les procédures, elles sont inscrites dans un document qui s'appelle le Code d'été. Ces procédures, elles doivent être respectées et elles permettent une chose, un juste traitement équitable pour toutes les personnes, qu'elles soient physiques ou morales, qui viennent déposer un permis. Il y a des procédures à respecter, on les respecte scrupuleusement et on les soumet à l'enquête publique et on analyse les dossiers. Vous avez passé votre temps, vous vous souvenez, il vous reste plus que 50 secondes parce que vous l'avez utilisé pour dire qu'on devait faire profil bas, qu'on n'avait rien à dire parce qu'on n'a qu'une compétence d'avis. Voilà que maintenant, vous chargez notre barque en venant nous dire qu'on est responsable de tous les maux de la planète. C'est un dossier qui concerne la compétence du fonctionnaire délégué pour lequel l'avis du collège sera soumis et l'avis du collège va être rendu après l'analyse de la clôture de l'enquête publique, ce qui n'est pas le cas actuellement. Donc pour la question qui vous préoccupe, à savoir l'avis de sauvegarde et avenir de Mons, eh bien cet avis sera effectivement joint à la clôture de l'enquête publique, sera analysé par le collège et sera également transmis aux fonctionnaires délégués, autorités compétentes pour juger de l'octroi ou non de ce permis, qui pourra alors décider de la suite à réserver à cette requête. Merci beaucoup, Monsieur Tondreau, il vous reste 50 secondes. Non, mais écoutez, je ne vais pas me gêner de pouvoir lire mon autre interpellation. Vous respecterez le règlement comme tout le monde. Quoi? Vous respecterez le règlement comme tout le monde. Non, c'est votre règlement. Il a été approuvé par cette assemblée. Non. Moi, je voudrais simplement vous dire ceci. Vous ne répondez en rien à mon interpellation, parce que mon interpellation, elle concerne la lettre envoyée par Sauvegarde et Avenir de Mons. Mais vous ne répondez en rien. Vous répondez tout à fait à côté de la plaque. Tout à fait à côté de la plaque. Je regrette beaucoup. C'est tout. Vous n'avez pas répondu. Monsieur Lechevin. Donc, malheureusement, je vais devoir répéter ce que je vous ai déjà dit. La lettre de sauvegarde et d'avenir de Mons à laquelle vous faites référence, je vous l'ai dit, elle sera inclue dans la synthèse des réclamations de l'enquête publique et elle sera donc analysée par le collège et transmise aux fonctionnaires délégués. Je vous l'ai dit il y a environ 2 minutes. Mais on ne met pas ça dans un dossier, on répond aux gens, monsieur. C'est la réponse du collège et la réponse de Lechevin est très claire. Monsieur le conseiller, si vous ne voulez pas l'entendre, c'est triste pour vous, mais nous avons tous et toutes entendu sa réponse qui était d'une clarté sans pareille. Bien, il nous reste des interpellations de Monsieur Dufresne et de Monsieur Bouillon. Non, Monsieur le conseiller. Que 2 interpellations. Non, Monsieur le conseiller, j'en appelle à votre chef de groupe parce que là, vraiment, vous dépassez les bornes. Vous les dépassez parce que sinon on n'a pas respecté. Vous ne savez respecter rien. Vous dépassez les bornes, Monsieur le conseiller. Vous dépassez les bornes, Monsieur le conseiller. Monsieur le chef de groupe, est-ce que vous pouvez rappeler votre conseiller à l'ordre? Merci beaucoup. Alors, Monsieur Dufresne, vous avez la parole pour votre interpellation. Merci, Monsieur le bourgmestre. Donc, sans transition, nous allons parler de détritus. De détritus. Mais voilà, après le triangle des Bermudes entre le bourgmestre Lechevin et le conseiller, on va essayer de reparler de choses plus agréables, quoique ici, c'est pas le cas. Donc voilà, ici dans la cour de l'Anne Barré, pas loin, il y a une semi-cour enclavée avec un grillage et le long de ce grillage, il y a énormément de détritus qui s'amoncellent depuis maintenant des mois, oserais-je dire 1 à 2 ans. Et donc voilà, nous ce qu'on se demande, c'est qu'en est-il de cette semi-cour? Je vous avoue que je ne sais pas, donc vraiment je questionne le collège. Est-elle publique? Est-elle privée?
les moyens de recours de la commune, quels sont-ils via le règlement général de police. Donc voilà, qu'est-ce que la ville peut faire pour finalement enlever ces détritus qui sont au cœur de la ville le plus vite possible. Et évidemment, les exemples, il y en a bien d'autres à d'autres endroits, mais celui-là, je trouve, est vraiment symbolique et assez choquant dans le sens où il se passe dans l'îlot de la Grand Place, qui est à quelques mètres finalement de l'hôtel de ville. Donc voilà, voir ce qu'on peut faire à cet endroit pour les enlever le plus vite possible. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Leschwin. Je vous remercie. Donc, pour répondre à votre première question, cette cour est privée. Elle appartient au propriétaire qui loue le bâtiment à Manpower, qui est situé de l'autre côté. Donc, c'est un problème qui est récurrent, pour lequel nous avons déjà adressé des amendes au propriétaire, parce que, comme vous le disiez, c'est lui qui est tenu de nettoyer, pour lequel nous avons déjà nettoyé par nous-mêmes, parce qu'à un moment, on n'en pouvait plus, comme vous, de voir ces crasses, et donc on va nettoyer à nouveau, mais on aimerait travailler sur des solutions plus pérennes. Donc par rapport à la verbalisation, il y a tout un travail qui est en cours par rapport aux personnes qui jettent leurs canettes à cet endroit-là, mais je vais rencontrer le propriétaire pour trouver une solution plus définitive, soit de remplacer la grille par une porte ou un dispositif qui permettrait en fait d'éviter tout simplement qu'on puisse jeter toutes ces canettes et tous ces mégots à cet endroit-là, voire de voir pour si on pourrait pas se réapproprier cet espace et y retirer la grille. Donc puisque actuellement Manpower qui est locataire n'a même pas la clé, donc personne n'utilise en fait cet espace qui est fort réduit. Donc je partage votre avis, c'est sale, on a déjà fait des choses, amende, nettoyage, c'est pas suffisant, il faut trouver une solution plus pérenne. Je vous remercie. Merci, Monsieur Dufresne. La réplique, je suis pas certain que le propriétaire y habite parce que, je vois mal le propriétaire jeter des canettes de... Il n'y habite pas, puisqu'il loue les locaux à Manpower, en fait. Okay. Mais il est quand même tenu de garder cet espace propre, quoi. Enfin, voilà. Mais donc, à un moment, on ne va pas commencer à jouer avec ça. Non, on se rend bien compte qu'il est loin d'être le seul fautif, bien certain. Au contraire, quoi. Mais dans ce cadre-ci, on est bien d'accord qu'il y a quand même des attroupements réguliers à cet endroit et qu'honnêtement, je ne jette l'opprobre sur personne, mais on a à peu près quand même quasi certain que les déchets viennent, à mon avis, des personnes qui squattent oui. L'endroit. Donc voilà. Ok. Merci. Merci beaucoup. Et nous terminons avec Monsieur le conseiller David Bouillon pour votre interpellation sur l'entreprise Ricoterie, Monsieur le conseiller. Merci, Monsieur le bourgmestre. Juste une petite seconde quand même. Pour dire quand même que encore ce conseil communal, c'est encore un fameux mépris du citoyen pour changer. C'est vraiment de la politique politicienne. Voilà, donc je vais quand même rappeler quand même qu'ici, il n'y a quand même pas d'immunité. Il faut quand même faire attention à ce qu'on fait quand on attaque les gens. J'ai été attaqué aussi sur la place de Glin. On m'a traité que je faisais du fric avec les masques à visière. J'ai pas eu d'excuses non plus. Mais je rappelle qu'on essaye de vendre des masques à visière pour pouvoir transporter des personnes âgées et des sans-abri gratuitement avec notre ambulance. Ça devait quand même être dit. Voilà. Bon, maintenant ici, nous avons un groupe à Glin, donc Alerte Danger Glin, qui est donc un collectif citoyen des habitants de Glin qui m'ont demandé d'être leur interlocuteur pour la deuxième fois, donc après Sandermans, où ils n'ont toujours pas eu de nouvelles, apparemment, donc ils attendent des nouvelles. Il y a eu un dossier 5G aussi, mais ça, c'est fait. Et alors le troisième ici, donc, c'est concernant donc, la firme Ricoterie, qui est quand même une entreprise donc, qui pollue à Glin. Et je voudrais quand même interpeller mon ami, donc mon ami Maxime. Donc, je vais lire donc, leur interpellation. Il est indiqué dans un cahier des charges concernant donc cette firme Ricoterie qu'aucun travaux ni dépôt de gravats ne peuvent être présents à l'extérieur de l'entreprise. Alors, point 1. Déversement des terres mélangées. Les riverains ont pu constater le déversement de plusieurs camions de terres mélangées. S'il vous plaît, on écoute le conseiller David Bouillon. C'est vraiment pénible. Oui, effectivement. Et ils s'en foutent, hein. Monsieur le conseiller, poursuivez, s'il vous plaît. Et chers collègues, je vous demande d'être attentifs à l'interpellation. Merci beaucoup. Voilà. Et c'est concernant des citoyens de Glin, donc c'est quand même important. Il faut quand même les défendre aussi. Donc les riverains ont pu constater le déversement de plusieurs camions de terre mélangées au bout de la rue de Condé, formant ainsi un tas de plusieurs mètres de haut, et ce sans aucune dalle de protection. Danger important pour la nappe phréatique. La police de l'environnement a donné l'injonction de stopper ces pratiques.
C'est alors qu'elle procède au criblage des terres afin de dégager les lieux. Deuxième point, destruction des bâtiments contaminés par des restes d'amiante, entre parenthèses, plaques genre éternite. Alors, donc, c'est un abattage de l'ancien bâtiment de l'ex-Malterie, constitué principalement de blocs de porotonde en terre de cuite rouge. D'autres éléments de construction de provenance inconnue sont ajoutés par camion entier, sans aucun contrôle. Troisième point, modification de la structure du bâtiment existant. Peut-on modifier la façade cour en perçant une brèche dans le mur? Des autorisations sont-elles nécessaires? Donc, voilà. Cette situation occasionne des nuisances sonores et favorise l'émanation de poussière envahissant les habitations donc, des riverains. Donc nous avons une personne âgée donc, qui habite pas loin. Elle a vraiment ses bordures complètement souillées par la poussière. C'est honteux. Donc voilà son carrelage. C'est quand même honteux. Hein, voilà. Alors quatrième point, accès à l'entreprise. Alors là c'est du n'importe quoi. À qui appartient la portion de rue située le long du pont côté de la rue de Condé? L'entreprise ayant installé des panneaux à l'entrée de ce petit chemin, laissant croire que ce domaine est privé, jusqu'à mettre leur boîte aux lettres à l'ESBES. Cinquième point, la protection de la vie privée. Des caméras de surveillance donnant sur la voie publique ont été installées, pas de pictogrammes légaux n'ont été installés à la rue de Condé. Ils ont des caméras mobiles à 360 degrés et il y en a au moins une douzaine. Y a-t-il une autorisation pour ces installations donnant sur la voie publique qui vont directement vers donc les maisons avoisinantes? Je vous remercie. Merci, monsieur le conseiller. C'est monsieur Léchevin de l'urbanisme. Monsieur Pourtois qui va vous répondre pour le collège. Merci beaucoup, monsieur le conseiller. Vous avez raison, c'est un dossier très important auquel vous faites effectivement écho ici. Alors, quelques réflexions par rapport à ce que vous avez évoqué et ensuite j'y répondrai point par point. Donc, petite précision, il ne s'agit pas d'un cahier des charges, comme vous l'avez évoqué, qui pourrait réguler ou non ce que Récotri peut faire, mais précision historique, c'est le rapport de synthèse de la région wallonne, du SPOE en l'occurrence, qui vaut d'ailleurs permis, auquel vous faites référence dans votre interpellation. C'est lui qui délimite ce que peut ou ne peut pas, bien évidemment, faire Récotri ici. Petite information historique qui a aussi son importance, les riverains sont allés en recours vis-à-vis de cette décision. Ils ont été déboutés par le ministre, qui a confirmé alors à l'époque le permis, et le collège a ensuite intenté également une action au sein du Conseil d'État qui a elle aussi été déboutée. Donc vous le voyez, c'est effectivement un problème connu, reconnu, qui est ici sur la table. Alors quelques éléments par rapport au stockage des terres, le premier point que vous évoquiez, il est régulé par l'article 6 de cette fameuse décision, de ce rapport de synthèse, et il dit ceci. Alors je vous épargne la lecture exhaustive, mais les activités de criblage, stockage, manutention des déchets inertes et de construction s'exerceront exclusivement à l'intérieur des halls réaffectés. Ils ne sont donc pas, en l'état, autorisés à stocker à l'extérieur. D'ailleurs, preuve qu'un suivi se fait, la police s'est rendue sur le site hier et a dressé un procès-verbal et a mis en demeure le responsable du site. Comme c'est le cas pour tout permis, les agents qui sont ici chargés de la surveillance des établissements de cette nature sont du DPC, donc le département de police et de contrôle. Les riverains le savent et sont d'ailleurs régulièrement en contact, que ce soit avec le service environnement de la ville de Mons ou que ce soit avec le DPC directement. Ensuite, sur la question de la démolition d'une partie du bâtiment. Il est effectivement question de cette démolition dans le rapport de synthèse du SPOE et donc là, évidemment, on est dans le cadre tout à fait légal qui est convenu. Par contre, les travaux de démolition et ou de construction qui y sont liés, eux, peuvent occasionner des poussières et l'entreprise est alors tenue de prévenir leur envol par un arrosage. Il y a d'ailleurs des conditions, une condition qui concerne l'arrosage régulier d'ailleurs, des tas qui sont faits précisément pour éviter qu'il y ait de l'envol de poussière. La question de la voirie, je l'ai noté et je ne l'oublie pas. Alors effectivement, il s'agit d'une voirie privée qui appartient au service des voies hydrauliques, en l'occurrence, avec une servitude de passage pour l'accès au site réservé à l'entreprise. Alors, j'en termine avec le dernier point que vous évoquez, qui est celui des caméras, un point effectivement important. Les angles de vue de la caméra, on a effectivement pris soin de vérifier cet élément auprès de la police. Les angles de vue de la caméra qui donnent sur le chemin où se trouvent les habitations ont été désactivés, ils sont bloqués.
c'est une demande qui avait déjà été faite il y a longtemps par le service de police, et vérification faite, c'est toujours le cas actuellement. La caméra ne filme donc pas les maisons, elle filme uniquement le site, et ce pour prévenir tout risque de dégradation. Autre élément pour votre information, les documents en l'occurrence ont été enregistrés auprès de la commission de la vie privée, ils sont donc en ordre à ce sujet. Donc vous le voyez, il y a un monitoring qui se fait, il y a une discussion avec le DPC qui est véritablement l'organe de contrôle important, celui de référence lorsqu'il s'agit des conditions d'application du permis et singulièrement évidemment d'un permis octroyé par la région wallonne. C'est vraiment l'organe de référence, nous sommes en contact également avec eux et donc on relaie systématiquement les différentes questions. C'est comme ça que je vous ai évoqué la sanction qui avait été prise par la police sur le non-respect d'un des points du permis. C'est aussi comme ça que je peux vous évoquer qu'il y a régulièrement des contrôles qui se font sur le site avec une personne du DPC qui se déplace et qui fait le tour de l'application des différentes conditions du permis. Voilà, j'espère que je peux répondre avec ces éléments à vos interrogations. Merci beaucoup. Monsieur le conseiller, pour la réplique, oui, bien sûr. Voilà, donc au stade actuel des choses, parce que la police est passée, donc il y a eu un procès verbal, mise en demeure, donc la société est en arrêt pour l'instant. Oui, la police de Monskévy est passée aujourd'hui, effectivement. Et alors maintenant, quelle est maintenant la suite du dossier? Qu'est-ce que les riverains maintenant pourraient faire, pourraient introduire, ou avec la ville, ou je ne sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait maintenant envisager pour avoir la paix avec cette entreprise? Donc, comme je vous l'évoquais, sur les conditions du permis, a priori, le permis a été attribué, on a été débouté par le ministre et par le Conseil d'État, donc en l'occurrence, le permis, il est valide, il est en application aujourd'hui. La seule chose désormais sur laquelle il faut veiller, pour ce dossier comme pour tous les autres, c'est les conditions d'application de ce permis. On y est attentif, non seulement, comme je vous l'ai dit, au travers des réclamations qui arrivent jusqu'au service environnement, mais le véritable organe compétent, c'est le DPC. C'est lui qui génère vraiment les différentes enquêtes qui sont menées sur le site pour vérifier les conditions d'application du permis. Comme je vous l'ai dit, il y a déjà un contact récurrent qui est pris, notamment avec les membres du collectif duquel vous relayez aujourd'hui les questions. Donc à ce stade, vraiment, c'est entretenir un dialogue et puis au cas par cas, bien évidemment, le collège dans sa totalité est à votre disposition pour des éléments plus précis. Dernière chose, depuis que vous êtes tranquille. Par rapport au dossier Sanderman, souviens-toi, hein, lors des 2 réunions, tu as très justement dit aux riverains, si il fallait aller plus loin, vous auriez dû porter plainte. Or, vous auriez dû porter plainte. Tu te souviens qu'il y a des riverains Monsieur qui le conseiller, avaient... on peut vous répondre si vous le souhaitez après, mais vous n'êtes pas dans le point que vous avez inscrit. Si, parce que dans ce dossier-ci, il y a des maisons avec la nuisance, avec la poussière, avec les vibrations. Il y a des lézards au sein des maisons juste en face. Ce sont des personnes âgées, dont une personne handicapée. Et bon, elles vont porter plainte maintenant ce coup-ci, parce qu'elles ne vont pas attendre 10 ans pour avoir justice. Parce que, vous voyez, lors de la réunion en Sanderman, M. Léjevin nous a dit qu'il fallait porter plainte. Et ils ne l'ont pas fait. Alors maintenant, on va le faire maintenant. Donc on va maintenant, dans ce dossier-ci, on va aller plus loin, on va aller au pénal, mais donc ça veut dire que la ville on pourrait le faire ensemble alors, cette plainte. Au pénal? Oui, parce qu'en réalité, le problème, c'est qu'il y a vraiment un préjudice très important au niveau donc des riverains en face de cette usine. Écoutez, je vous propose qu'on puisse en discuter en dehors du conseil communal. Nous, on est extrêmement attentifs à ces situations. Moi-même, j'ai été, et Maxime pour toi également, très souvent sur le site de Récoterie, mais Madame Naïmé était intervenue aussi à cet égard. C'est un vrai souci pour nous. On était totalement opposés à cette exploitation. Malheureusement, comme l'a dit Léchevin, ça nous a été imposé. Et donc, dès qu'il y a une déviation par rapport au respect du permis, on sera évidemment sur la balle pour pouvoir agir. Donc on est à disposition le cas échéant. Ça va? Merci beaucoup. Bien, merci à toutes et à tous. Nous allons entamer les travaux du huis clos. Et donc je vais remercier les agents qui nous ont accompagnés ce soir, et notamment pour la technique.